du luxe, c'est le retour des grands webinars Futur et Luxe. Vous êtes déjà plus de 1500 à s'être inscrits. Un grand merci pour votre fidélité. Et avant de rentrer dans le cœur de cet événement tellement important sur la relation client en partenariat avec Blueleak, et j'ai la chance de co-animer avec mon complice Nicolas Revet Bonsoir à tous. du Retailoscope, je voulais faire un petit point actualité parce que l'actualité est profonde et puissante au Journal du Luxe. On y va sur nos slides. Premier, on continue saison 2 sur BFM Business, l'extension du domaine du Journal du Luxe grâce à nos chroniques. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 21h sur une chronique spéciale Dupe, un gros sujet qu'on travaillera en 2025, là aussi en webinar. Autre actualité ici, c'est bien sûr le retour de Live Intelligence. Eh bien, cet été, nous avons passé le cap des 250 000 abonnés LinkedIn. Les Live Intelligence reviennent avec un spécial Back to School avec nos amis d'Accenture, avec un programme assez puissant, justement, avec des grands invités comme Jean-Jacques Picard, Amal Benichou, Bénédicte Épidé du comité Colbert, Ramata Diallo d'African Fashion, LinkedIn qui nous rejoint aussi, Jonathan Sivoni de Luxury Insight. Donc, vous avez le petit QR code. N'hésitez pas, rendez-vous le 26 septembre en live sur LinkedIn. On creuse l'intelligence totalement complémentaire avec nos webinars. Autre actualité, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Vous savez qu'on fête nos 10 ans. 10 ans du Journal du Luxe avec une nouvelle signature, le rendez-vous des décideurs du luxe. Et pour fêter ces 10 ans, nous allons travailler une valeur qui m'est très chère, la résilience. La résilience du luxe, une capacité extraordinaire, quelque chose construit depuis des siècles, j'ai envie de dire. Eh bien, nous allons la célébrer à travers les premiers trophées Luxe et Résilience avec de nombreux partenaires, en premier lieu IFOP. Et nous allons célébrer les plus résilients ici. Nous allons célébrer le meilleur groupe, le meilleur CEO. Bref, c'est un programme qu'on prépare. Vous allez voir arriver sur le Journal du Luxe progressivement. Le 15 octobre, un grand dîner avec les 100 plus grands décideurs du luxe et on vous révélera ici. Donc, un événement important qui finalement a une actualité vraiment brûlante et qui est connecté à notre thématique aujourd'hui. C'est vrai que le luxe, c'est compliqué. Les résultats qui hier étaient à 2 chiffres sont à 1 chiffre. On voit des prévisions de croissance à 2,8%. Donc, plus que jamais, la question de la résilience est clé. Autre dimension, vas-y Romain, l'arrivée le 24 octobre d'un nouveau livre, La génération Z et le luxe. Je vous en parlerai plus en profondeur ici avec un énorme collectif. Les plus grandes sociétés d'études ont travaillé sur ce livre, TikTok, Meta, Spotify, Pinterest, bref, un collectif global pour réfléchir sur la génération Z des luxe qui est dans l'hyperconsommation du luxe, mais jusqu'à quel point. Ici, justement, on a parlé de résilience et de luxe, séduire la Gen Z, ne pas la pervertir au dupe, voilà une question fondamentale. On vous donne le rendez-vous le 24 octobre, vous pouvez dès maintenant le précommander. Ça va être un grand moment aussi de notre deuxième semestre 2024. Autre actualité, on y va Romain. Eh bien, ça va être bien sûr le sujet d'aujourd'hui. Avant de laisser place et de vous présenter bien sûr notre parterre d'invités, ce sujet qui semble complètement indispensable sur cette expérience client. Vous savez qu'en ce moment, on vit des moments compliqués, mais passionnants à décrypter. Vous avez vu, et ça c'est vraiment une nouvelle très importante, les newsletters Journal du Luxe passent en quasi quotidienne. Et mon édito du dimanche passait sur justement cette montée qu'il y a en ce moment de colère par rapport à une expérience qui n'est pas assez là, mais aussi, c'est aussi le prétendu, le problème du prix. Avec cette hyperinflation du luxe, on est beaucoup plus sensible sur la qualité de l'expérience luxe. Donc, on a cette montée des colères en termes d'expérience. C'est très intéressant ici. Je pense particulièrement à l'Asie. On creusera ça avec Nicolas Cano, mais pas que ici. Mais aussi, le deuxième point, c'est de vraiment penser cette expérience client pour
arriver à développer du business. Ici, la croissance est en berne. Plus que jamais, l'expérience client doit être là. Et bien sûr, on pense à la fidélisation et d'aller bien au-delà des VIC ici. Et le troisième point, pourquoi, et ça va être tout le secret de nos amis de BlueLink qui vont nous exprimer, c'est qu'il y a une révolution qui se passe, que vous connaissez, qui est l'IA. Une étude est sortie il y a très peu de temps du comité Colbert et Edben qui dit voilà, c'est une révolution discrète, oui, mais c'est une révolution et il faut vraiment s'y préparer. Et l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner tous les outils possibles pour aller plus loin avec nos amis BlueLink. Et puis, au-delà de l'IA, parce que l'IA est un sujet, c'est à l'ère de l'IA, c'est vraiment de prendre le pouls aujourd'hui en matière de tendance. Qu'est-ce qui est fondamental en termes d'expérience client dans le luxe? Nicolas, est-ce que tu peux du coup nous présenter notre line-up qui est toujours 5 étoiles? Avec plaisir. Donc, c'est vrai que ce soir, nous avons la chance d'avoir de nombreux représentants de maisons et retailers avec nous, au-delà de nos amis de BlueLink. Donc, tout d'abord, nous aurons Mélanie Noireau, donc, qui est sur l'innovation chez BlueLink et qui sera accompagnée de Linda Ganassali, qui, elle aussi, nous présentera la relation client et les études qu'ils peuvent faire chez BlueLink. On aura la chance d'avoir Nicolas Cano, donc directeur Europe de Tmall Luxury Pavilion, Stéphane Roth, directeur marketing du Printemps, Émilie Zulk de la Digital Commerce and Marketing d'Estée Lauder Company, Olivier Larigaldi, CEO de John Paul, pardon, et enfin Stéphane Galeni, CEO de Ballistic Art, qui nous accompagne aussi très régulièrement. C'est ça la communauté du Journal du Luxe. Vous voyez, vous avez des speakers de grand talent qui sont de retour. Donc, les Stéphane, Nicolas, encore une fois, merci d'apporter votre cogito. Et on commence tout de suite. On commence tout de suite avec Mélanie Noireau, donc de chez BlueLink, qui va nous présenter la partie innovation. Tout à fait, merci Nicolas. Alors, bonsoir à toutes et tous, ravie de partager ce moment avec vous ce soir. Donc, je suis Mélanie Noireau et je suis responsable du Lab Innovation de BlueLink. Alors, en 2 mots, BlueLink, nous sommes un groupe international expert en relations clients. Nous avons été créés il y a plus de 30 ans par Air France pour concevoir et gérer son programme de fidélisation et donc prendre soin de ses meilleurs clients. Et aujourd'hui, nous soutenons de nombreuses marques, principalement dans le secteur du luxe, en les accompagnant dans différents domaines, que ce soit l'externalisation de leurs services clients, l'innovation technologique, la formation, mais aussi la connaissance client, et cela toujours au service de notre cœur de métier qui est la relation client à distance. Alors, je vous propose d'entrer maintenant dans le sujet phare de ce webinaire qui est la relation client à l'ère de l'intelligence artificielle. Et tu peux passer à la slide suivante, Nicolas. Alors, au gré des évolutions technologiques, nous avons vu évoluer le paysage de la relation client et notamment les modes de communication entre les marques et leurs clients vers une recherche de proximité, de personnalisation, d'instantanéité, mais aussi d'efficacité. Et cette évolution, elle tend à s'accélérer, notamment avec l'essor fulgurant des intelligences artificielles génératives qui a fait émerger de nouveaux modes de communication avec cette notion d'augmentation dont on parle beaucoup aujourd'hui. On entend parler d'hommes augmentés, de conseillers augmentés ou encore de clients augmentés. Et ce phénomène, eh bien, il vient bousculer nos modèles d'interaction en matière d'expérience client. Et c'est cette tendance du client augmenté que j'aimerais décrypter avec vous aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, je vous propose tout d'abord de revenir sur l'évolution des modèles d'interaction qui vont nous aider à comprendre finalement comment aujourd'hui nous en sommes arrivés à cette ère du client augmenté qu'on appelle également client robot. Alors, depuis toujours, les interactions humaines sont à la base de la communication. Nous parlons, nous écoutons, nous échangeons des informations et des émotions. Et c'est ce que l'on appelle les interactions H2H ou humain à humain. Et rapidement, nous avons ensuite vu apparaître les interactions H2M ou humain à machine, où les humains viennent utiliser les machines pour accéder à des services. Par exemple, un client qui va appeler un service client et qui va tout d'abord tomber sur un callbot avant d'être dirigé vers le bon interlocuteur en fonction de sa demande. Ensuite, ces interactions ont laissé place aux interactions M2H ou machine à humain, où cette fois-ci, les machines prennent l'initiative de communiquer avec les humains pour leur suggérer des actions.
Par exemple, imaginons un client naviguer sur le site d'une marque de cosmétiques et son assistant virtuel comme Siri, Google ou Alexa, eh bien, il va lui suggérer de prendre rendez-vous avec son conseiller beauté pour, par exemple, se familiariser avec les produits. Et enfin, dernier type d'interaction que vous voyez apparaître sur le slide, il s'agit des interactions M2M ou machine à machine, où les machines vont dialoguer entre elles sans besoin d'aucune intervention humaine. Et c'est cela qu'on appelle le client robot. Imaginez par exemple une machine à café haut de gamme qui va comprendre d'elle-même qu'elle n'a plus suffisamment de grains de café et qui va se réapprovisionner automatiquement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact de ces clients augmentés ou robots va varier en fonction du secteur d'activité, de la situation et du contexte vécu par le client. Et donc, si la prise de décision d'achat est rationnelle, alors un client augmenté sera formidable à prendre en charge. Mais si l'émotion joue un rôle essentiel dans la décision d'achat, comme c'est le cas dans le secteur du luxe, alors eh bien, vendre à ce type de client ne sera pas facile, voire ne se produira peut-être pas. Prenons 2 exemples très simples pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, un client, par exemple, qui a pris l'habitude, tu pouvais rester sur la slide précédente. Premier exemple, un client qui a pris l'habitude d'acheter des recharges en fait sur son parfum. Voilà, il est habitué, il a le même parfum depuis plusieurs années. Dans ce cas-là, il n'est pas du tout dans une phase de découverte ou de recherche d'un nouveau parfum, donc la dimension émotionnelle est plutôt moindre. Dans ce cas-là, un client augmenté qui est rationnel et dont la motivation première sera l'achat de la recharge, il sera parfait pour clôturer la vente avec un conseiller. Par contre, si un client désire cette fois-ci acquérir un bien de haute joaillerie ou de haute maroquinerie, dans ce cas-là, l'impact émotionnel va être très fort et il sera plus difficile de conclure la vente auprès d'un client robot qui n'est, lui, pas du tout sensible à l'émotionnel. Et donc, dans ce contexte, vous l'aurez compris, il est essentiel pour les entreprises d'étudier les stratégies à mettre en place pour faire face à ce nouveau type de client. Mais je vous propose de voir dans quelle mesure ils vont réellement faire partie de notre quotidien. Donc, je vous propose quelques chiffres pour étayer mon propos. Donc, d'après une étude de Gartner, d'ici 2025, il est annoncé que 37% des clients utiliseront un assistant virtuel pour interagir avec un service client en leur nom. Et second chiffre clé sur la slide suivante, et selon la même étude, Gartner annonce que d'ici 2026, 20% des interactions avec les services clients proviendront de machines clientes ou de clients robots. Et donc, dans cette logique, le paysage de la relation client il va se transformer puisque les entreprises seront bel et bien amenées à interagir avec ce type de clients. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'elles ne le feront pas sans être équipées, puisque si les modes d'interaction évoluent, eh bien les métiers aussi, et particulièrement le métier de conseiller clientèle, qui va se transformer grâce à l'IA générative. Et je vous propose de découvrir comment. Tout d'abord, un chiffre assez intéressant que je tenais à mentionner. Saviez-vous que 76% des compétences des métiers du service client pourraient être augmentées par une IA générative? C'est en tout cas ce qu'affirme une récente étude de l'ESSEC MetaLab for Data en partenariat avec l'OCDE. Et donc, cette synergie qui se profile entre l'humain et l'intelligence artificielle, elle ouvre la voie à des interactions augmentées où, en fonction du contexte, des circonstances, les modèles d'interaction vont s'hybrider et se partager entre humains et machines. Je vais vous illustrer ça un petit peu plus concrètement dans les slides suivantes. Donc, on va faire un focus sur l'apport de l'IA générative pendant une interaction entre un conseiller et un client. Mais sachez que cette technologie d'IA générative dont on parle énormément en ce moment, elle va venir s'intégrer sur l'intégralité de la chaîne de valeur de la relation client. Notamment avant une interaction, en aidant par exemple dans la conception des formations, dans l'identification du client et du motif de sa demande. Et après l'interaction, pour produire par exemple automatiquement un résumé du contact et aider au recueil et à l'analyse de la voix du client. Et donc, sur le pendant l'interaction, je vais vous partager un certain nombre de cas d'usage. La liste n'est pas exhaustive. Donc, par exemple, l'IA générative, pendant une interaction entre un client et un conseiller, elle va être capable de suggérer du contenu personnalisé à pousser au client, proposer des offres sur mesure,
fournir des articles très précis de la base de connaissances, et ça au bon moment et en fonction du contexte. Également comparer des produits ou des services entre eux, ou encore faire de la traduction. Alors certes, les sujets que j'ai abordés jusqu'à présent sont un petit peu techniques, mais ils n'en restent pas moins passionnants parce qu'ils nous permettent vraiment de nous projeter sur l'expérience client de demain. Et chez Bluelink, nous sommes vraiment convaincus qu'il ne faut pas miser uniquement sur la technologie, mais qu'il est tout aussi crucial et important de valoriser l'humain qui demeure au cœur de la relation et qui vient enrichir l'expérience. Le tout pour les entreprises, c'est vraiment de trouver cet équilibre, ce bon équilibre entre automatisation et humanisation en fonction du contexte et des besoins des clients. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en discuter davantage dans la suite du webinaire. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous donne aussi pas mal d'insights par rapport à la façon dont la relation client va évoluer grâce à l'IA dans le futur. Et puisqu'on est dans cette perspective de l'IA et du commerce, on va tout de suite commencer avec Nicolas Cano de Tmall. Donc Nicolas, on est ravis de te recevoir ce soir. Peut-être peux-tu t'introduire et te présenter tes fonctions à notre public. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi également de vous rejoindre à nouveau. Comme le disait Eric, je suis ravi de vous rejoindre d'ailleurs sur cette thématique qui est extrêmement riche. Donc, je suis le directeur du développement de Tmall Luxe pour l'Europe et les États-Unis. Et donc, j'ai rejoint le groupe Alibaba en 2018 pour notamment le lancement du projet Tmall Luxury Pavilion. Voilà. Merci Nicolas. Peut-être première question, parce que justement, dans cette notion de Luxury Pavilion, vous avez une notion d'omni-retail que vous mettez vraiment en avant et qui est quand même spécifique au marché chinois. Peux-tu nous l'expliquer et voir quel parcours client, du coup, est lié à cet omni-retail ? Alors, d'abord sur Tmall, qui est, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas la plateforme, je pense qu'il y en a peu, mais tout de même, rappelez que c'est la plus large plateforme B2C en Chine, qui regroupe aujourd'hui plus de 800 millions de consommateurs actifs. Donc, c'est d'abord savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces consommateurs, ces millions de consommateurs. Et donc, on a un parti pris depuis le début, qui a été le fait et le choix d'engager et d'offrir à ces 800 millions de consommateurs actifs, non pas une simple plateforme d'achat instantané sans valeur ajoutée, comme on peut peut-être le voir d'ailleurs en dehors de Chine, mais plutôt un parcours client omni-retail enrichi. Alors, l'omni-retail, pour nous, c'est très important, c'est du offline et du online dans les deux sens. Et enrichi, quand on parle d'enrichissement pour nous, c'est enrichir via une offre de contenu, je dirais extrêmement créatif, des expériences ultra personnalisées qui se transforment en émotions, des expériences digitales, immersives, mais également technologiques, auxquelles on rajoute des services et surtout des recommandations également ultra personnalisées. Donc, on a des séquences qui sont la recherche avec la découverte, ensuite l'expérience avec l'entertainment, et enfin les services qui sont et qui existent pendant et après l'acte d'achat, auxquels on va rajouter également une couche de CRM, notamment pour la fidélisation de nos clients et notamment nos clients VIC. Donc, le but, c'est que dès le départ, nous avons été pionniers dans une stratégie omnicanal qui a fait disparaître donc les barrières, les frontières entre le online et le offline. C'est vraiment ce qu'on fait depuis le début. Et ce n'est pas seulement en faisant disparaître ces frontières, c'est vraiment en boostant la création de contenu, les contenus d'abord de marque. Ces contenus, ce sont des contenus vidéo, des contenus 3D, notamment du live shopping. On en parlera un peu plus tard. Et donc, ces consommateurs, progressivement, sont devenus pratiquement tous omnicanaux. Puisqu'en Chine, 70% des consommateurs chinois sont déjà omnicanaux. Et sur Tmall, c'est même au-delà, puisque 97% de nos clients sont omnicanaux. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'existe même plus de barrière entre le online et le offline. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle étape de notre développement. Alors, on a vu l'essor du social commerce et notamment du social selling en Chine depuis quelques années. Et donc, ce n'est pas le hasard si aujourd'hui, nous désirons également être les pionniers d'une nouvelle stratégie qui est une stratégie de fusion entre le e-commerce et le social commerce. Alors, comment ça se traduit dans les faits? On inclut des fonctionnalités que l'on retrouvait finalement seulement sur le social commerce, par exemple, notamment les contenus UGC, PGC, donc beaucoup plus de contenus
plus de contenu varié. Pourquoi? Parce que nous pensons que nos clients doivent rester sur la plateforme d'abord pour découvrir, pour s'enrichir, pour connaître, pour apprendre, notamment le savoir-faire des marques, le storytelling, et donc passer plus de temps, mais aussi passer plus de temps pour socialiser. Et donc, pour 2024, on a pratiquement 70% de nos applications Taobao et Tmall, alors que les deux, qui sont aujourd'hui dédiées au contenu. Donc, vous voyez la force du contenu que l'on a rajouté au fil du temps et de plus en plus de fonctionnalités social commerce. Alors, la question par rapport au JO, il y avait un stand qui a beaucoup fait parler de lui positivement, justement, et ce stand, Alibaba, c'est exactement le thème de notre rencontre aujourd'hui, la relation client sous l'ère de l'IA. Quels étaient les messages clés? Il y a déjà un savoir-faire. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil concret, hein, que tu vois la réalité, les limites, les dangers ici? Je sais que... Alors, si on prend simplement la Chine, on sait que le rapport culturel entre une IA et nos amis chinois est différent d'une rencontre avec un Américain, un Européen. De mémoire, je ne peux pas citer l'étude, on voyait que pour les Américains, les Européens, le côté déshumanisant était stressant. Pour nos amis chinois, pas du tout. Mais par contre, eux, ils étaient focus sur la data privacy. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Alors, il y a beaucoup de sujets. Hein. Ouais, beaucoup de sujets. D'abord, sur les JO, c'était évidemment très important, nous, en tant que sponsor mondial des JO, et notamment sponsor officiel. Et tu en parlais de la data, d'ailleurs. On est sponsor officiel cloud, notamment pour la data, le broadcasting, mais également le e-commerce. Et le e-commerce, c'est comment on améliore l'expérience utilisateur. Ce qui est très différent, c'est qu'en Chine, le consommateur, c'est ce qu'il souhaite. À chaque étape de ce parcours client enrichi, il désire qu'on améliore justement son expérience, qu'on l'enrichisse à la fois du contenu par des services, etc. Et pour eux, en tout cas pour un consommateur chinois, c'est évident que l'intelligence artificielle va renforcer la relation client et son expérience d'achat. Beaucoup plus, c'est vrai, qu'on peut peut-être voir en Europe ou même aux États-Unis. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les lois chinoises aujourd'hui sur la protection de la donnée sont extrêmement strictes, voire plus strictes qu'on peut avoir en Europe. Il faut toujours le rappeler parce que souvent on a une image déformée de l'usage de la data sur la Chine, alors que c'est complètement l'inverse. Hein. Elles ont été renforcées ces 5 dernières années pour être d'ailleurs beaucoup plus restrictives. Et donc en termes de plateformes comme Taobao, Tmall, évidemment, notre but et le but ultime, c'est améliorer l'expérience de l'utilisateur. Donc, clairement, l'IA, c'est un bouleversement qui est fondamental, mais c'est un bouleversement qui existe déjà sur nos applications depuis plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui et qui va tout transformer en l'espace de 2 ou 3 ans. L'IA, elle profite déjà à nos clients en Chine depuis plusieurs années, et notamment sur Taobao et Tmall. On a renforcé les outils, je dirais, d'IA auprès de nos partenaires, je dirais les marques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, sur nos plateformes, on considère qu'on sert 2 types de clients, les consommateurs finaux et les marques partenaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est une marketplace et qu'on travaille avec les deux. Donc, des outils pour nos marques partenaires, des outils pour nos clients. Et donc là, c'est notre rôle, évidemment, de proposer ces outils. Ce qu'on voulait montrer sur le stand des JO, c'est clairement à des consommateurs hors Chine qui n'ont pas accès à nos plateformes aujourd'hui telles que Taobao et Tmall, exactement ce que peut découvrir aujourd'hui un consommateur chinois via l'IA, c'est-à-dire un chatbot conversationnel justement IA-powered. Et donc personnaliser toujours l'offre, faciliter la recherche de produits, d'images, de contenus vidéo. Ensuite, vous en parliez au début, une personnalisation de l'offre produit. C'est ça l'IA, c'est le renforcement des recommandations produits sur mesure. Et donc, évidemment, pour le prêt-à-porter, pour toutes les catégories de produits, sur le stand, on montrait les catégories prêt-à-porter, parfums, cosmétiques, qui sont parmi, évidemment, les catégories les plus importantes sur Tmall. Donc, et ensuite, on avait une cabine d'essayage virtuelle. Et encore une fois, on rappelait l'importance des avatars en Chine, mais pas seulement. Hein. Les avatars, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans le gaming partout dans le monde. On l'oublie vraiment, mais pour nous, la frontière entre le gaming et le e-commerce, elle est vraiment là aussi blur, vraiment, si je peux me permettre, comme le online et l'offline. Et donc là aussi, le fait d'essayer virtuellement d'habiller votre avatar ici à Paris
comme on pourrait le faire sur nos applications mobiles en Chine, ça permettait vraiment de découvrir l'usage de l'IA via nos applications d'Alibaba. Et à la fin, on avait même la possibilité de défiler avec son avatar, toujours un rappel entre le online et le offline qui sont combinés là aussi, complètement omnicanal. Et donc, voilà, pour nous, c'est clair, l'IA, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère qui n'est plus un seul monde, mais au contraire, deux mondes. Et deux mondes, finalement, un monde parallèle virtuel, un monde physique, mais finalement, on rentre dans deux mondes qui vont travailler ensemble, fonctionner ensemble. Et donc, pour nous, c'est le futur du processus d'achat de nos consommateurs. Voilà. Nicolas, une petite question. Quel a été le retour du public européen, finalement, quand il a découvert ceci? Parce que, généralement, on n'a pas encore ce type d'outil où, comme Eric le disait tout à l'heure, c'est très différent d'autres mindsets. Quels ont été les retours, justement, de ces visiteurs? Alors, on a eu une population extrêmement diverse, qui est très bien, à l'image de la Chine. On parlera tout à l'heure des consommateurs et de la situation du marché chinois, mais la Chine, c'est cette complexité justement de ces consommateurs qui sont extrêmement divers. Et là, justement, pour les Jeux Olympiques, c'était un événement parfait puisque vous touchez tout type de clients, tout type de consommateurs. On a eu des familles, beaucoup de familles d'ailleurs, qui sont venues avec leurs enfants. Et je peux vous dire, c'est souvent d'ailleurs les plus jeunes qui ont eu finalement l'usage le plus facile, le plus aisé sur les 4 séquences qu'on proposait sur notamment notre stand Alibaba. Donc eux avaient complètement compris comment l'IA, même s'ils ne savent pas ce qu'était peut-être le nom IA et à quoi ça correspondait, mais pour eux, c'était déjà une facilité de l'usage. Je pense que sur ton micro, ça frotte un peu. Je crois. Voilà, non, mais c'est justement une question. C'est vraiment ça. C'est vraiment extraordinaire de voir avec quelle simplicité, finalement, on peut utiliser l'outil IA. Et c'est ça qui est important de faire comprendre, c'est que c'est déjà intégré, et donc ça va très vite. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est vraiment, comme vous le disiez d'ailleurs, c'est quelque chose finalement de très discret, mais qui a une puissance qui, en tout cas, dans l'amélioration du cycle de vie, à la fois des produits et du parcours client-consommateur. Et dans la continuité aussi du partenariat avec le VMH annoncé à Vivatech, il y a cette dimension IA aussi qui est dedans. Alors là, c'est la partie, je dirais en effet, IA pour nos partenaires, plutôt via les outils que propose Alibaba Cloud, parce que c'est vrai qu'on a des outils qui sont proposés en amont à nos partenaires, et c'est exactement en effet sur cette thématique, ce questionnement de à la fois l'enrichissement de l'offre. On a commencé par l'enrichissement des contenus avec nos partenaires, et aujourd'hui on va beaucoup plus profondément sur l'expérience client pour que évidemment elle soit améliorée dans sa rapidité, dans sa fonctionnalité, et surtout dans l'intelligence des réponses qu'on souhaite donner à nos consommateurs. Donc, et ensuite, à leur répondre 24 heures sur 24. C'est surtout ça en Chine, puisque les applications fonctionnent 24 heures sur 24 et très rapidement. Là, on oublie l'IA, on pense aux consommateurs. Il y a beaucoup de stress par rapport à la Chine, au marché chinois intérieur, même si on sait que nos amis chinois ont fait beaucoup d'achats au Japon, par exemple. Mais il y a une inquiétude. La semaine prochaine, on verra une interview du CEO de Swarovski qui est très inquiet sur le marché chinois. Est-ce que tu partages cette inquiétude ou alors tu as un message, entre guillemets, d'optimisme? Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, quand je vois passer, c'est vrai, tous ces messages de marché du luxe en berne, etc., donc très, très négatifs, moi, je pense qu'il faut vraiment être beaucoup plus nuancé. Donc, la situation, elle est beaucoup plus nuancée. Et c'est toujours de quel point de vue, d'ailleurs, sur quel point de vue on se pose. Est-ce que c'est un point de vue court terme ou moyen et long terme? Sur la Chine, si vous êtes évidemment axé sur le court terme, je vous dirais, n'allez pas en Chine, n'investissez pas en Chine. Donc moi, je me mets toujours dans une position plutôt moyen-long terme, et là, on est dans une phase d'atterrissage, clairement. Il ne faut pas oublier que les consommateurs chinois aujourd'hui, surtout du luxe, sont beaucoup plus mûrs, et déjà mûrs, je dirais, si je peux me permettre. Il y a une grande maturité du marché chinois, d'abord parce que les consommateurs se sont très, très vite informés. Aujourd'hui, ce sont des consommateurs qui sont extrêmement informés au niveau du luxe, notamment via les plateformes digitales. Donc, on est aujourd'hui en phase d'atterrissage, oui, dans un contexte macro dégradé, pour notamment, et je dirais plus d'ailleurs, pour les clients aspirationnels du luxe. Donc, on voit d'ailleurs les marques qui ont tout misé pendant des années, si je peux me permettre, sur ces clients-là, aujourd'hui souffrir plus que d'autres, alors qu'il faut plutôt se poser la question, quelle stratégie de marque pour quel
type ou quel segment de consommateurs. Donc, si on se pose cette question, moi, je suis extrêmement optimiste sur, je dirais, plusieurs points de vue. D'abord, parce que les consommateurs, aspirationnels, oui, souffrent beaucoup. Il ne faut pas oublier que les nouveaux consommateurs du luxe, vous avez en tout cas un potentiel de croissance énorme pour les nouveaux, en tout cas les futurs consommateurs du luxe sur des villes de tiers 3, 4 et 5, pour les gens qui ne connaissent pas les tiers chinois, c'est des villes moyennes, mais qui comptent un réservoir de croissance de nouveaux consommateurs du luxe énorme. Beaucoup de marques, en effet, sont concentrées plutôt sur les tiers 1 et 2, voire 3, mais ont oublié finalement ce potentiel de croissance. Donc, je reste très positif sur ce potentiel-là. Et je vous donnerai un exemple, d'ailleurs, pendant le Double 11, qui est notre grand festival du mois de novembre dernier. Ces tiers 3, 4 et 5 nous ont rapporté 20 millions de nouveaux consommateurs pendant cette période de festival, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, on voit bien la croissance qui est largement encore, quand je vous dis 20 millions de consommateurs nouveaux, c'est aussi 140 millions de nouvelles commandes. Donc, juste pendant cet événement. Donc, vous voyez le potentiel de croissance qui est énorme. L'autre potentiel de croissance, pour nous, clairement, c'est que fait-on avec les clients VIC? Et c'est vrai que tu l'as mentionné dès le début. Les clients VIC chez nous, sur Tmall et sur Tmall Luxe, c'est 50% de notre chiffre d'affaires. C'est énorme. Et ça correspond d'ailleurs pour beaucoup de marques de luxe exactement le même montant. On est à peu près entre 40 et 50% de leur volume d'affaires sur Tmall Luxe. Donc, ces clients-là, ils appartiennent à peu près à 60% à notre programme donc SCRM, si je peux me permettre, puisqu'on a deux programmes CRM sur Tmall et sur Tmall Luxe. Donc, là aussi, on a un potentiel, là aussi, de croissance, notamment de consommation de ces clients, d'ailleurs, qui continuent à consommer, d'ailleurs très fortement. Donc, pour nous, on nuance vraiment le volume qui est effectué sur nos plateformes, parce qu'on considère que les marques ont encore un travail à faire sur la transformation digitale, sans aller même sur l'IA. Donc, l'IA va les aider, encore une fois, à mieux transformer, je pense, digitalement, en Chine notamment, et pas que. Et ensuite, on parlait de la data. Pour moi, c'est clair, j'en parle à chaque fois, et je crois qu'Éric, depuis qu'on se connaît, je parle de la data depuis des années, et notamment du CRM qui est clé. Et alors là, on rentre, si je peux me permettre aussi, dans le dur, c'est-à-dire que les marques qui ont fait le travail, qui ont initié ce travail, notamment de segmentation, d'offres de services, etc., avec un vrai programme CRM sur le territoire chinois, s'en sortent évidemment mieux que les autres et sont mieux armés d'ailleurs pour faire face aux crises. Donc moi, je suis vraiment extrêmement positif. Et d'ailleurs, si on peut parler juste d'ailleurs des marques, notamment, puisqu'on voit bien que la stratégie des marques diffère, et le résultat d'ailleurs qu'elles ont en Chine le prouve bien, puisqu'on a des marques fortes, avec des stratégies fortes et constantes qui s'en sortent bien. On a des marques du quiet luxury, on a beaucoup parlé, mais qui s'en sortent extrêmement bien, qui ont misé sur l'héritage, le savoir-faire et sur des contenus de storytelling extrêmement créatifs, ou en tout cas qui ont été renforcés. Et toutes les marques, en gros, qui ont créé un lien, je dirais, émotionnel avec les consommateurs, s'en sortent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, en tout cas, de cette période qui est en effet un peu difficile. Ça me fait raisonner. On ne n'est pas résilient, on apprend à l'être. Et il y a cette notion d'apprentissage qui est là. En tout cas, un grand merci. On apprend tous ensemble. Toujours, exactement. Merci beaucoup, merci, Nicolas. Merci pour ton intervention. On a le plaisir maintenant d'accueillir Stéphane Roth, directeur marketing du groupe Printemps. Donc là, on va dans le briquet de mortar. Ici, bienvenue Stéphane. Bienvenue Stéphane. Bonjour, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Effectivement, j'ai la chance d'être le DG marketing com et architecture du groupe Printemps, qui se compose de plusieurs entités, le Printemps, Citadium, Made in Design et Place des Tendances, donc des acteurs omnicanaux et des acteurs digitaux. Et effectivement, j'avais eu le plaisir d'échanger avec vous l'année dernière sur d'autres sujets passionnants. Finalement, autour de vos sujets, c'est toujours le sujet du client et comment on le suit et comment l'IA n'est finalement qu'une évolution de l'interaction avec le client et quelle forme elle suivant la nature de la relation qu'on veut avoir avec lui. Alors, il y a la lumière qui est arrivée dans votre bureau. Là, on la voit.
Ça fait plaisir. Ah, vous voulez que je la... Vous voulez non, que je non, ferme non, la parfait, elle est parfaite, c'est parfait. Je ne me rends Mais pas Votre compte. lumière, c'est une exposition qui vient d'arriver justement à Haussmann, en particulier la veste dans tous ses états. Donc là, on ne parle pas d'IA, mais là, on est dans une intimité d'une pièce fondamentale. Effectivement, à l'occasion de la nouvelle opération de la rentrée qui s'appelle la veste dans tous ses états, on est allé un cran plus loin dans cette logique de plonger les visiteurs avant d'être des clients dans l'expérience client, et en créant une exposition qu'on a appelée Vestologie, qui est hébergée au 6e étage sous le dôme historique du Printemps, la coupole bleue, et qui met en scène la veste depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, dans tout ce qu'elle a de ses évolutions sociales, culturelles, sociétales, comme un musée, mais avec une approche sûrement plus ludique et plus accessible de en quoi ce vêtement que tout le monde a dans sa garde-robe est une métaphore de l'évolution de la société depuis plus de 150 ans. Et Catherine confirme que c'est une très belle exposition, Catherine Lebrun, fidèle. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Effectivement, on est assez fiers parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis une trentaine d'années. Mener une exposition de qualité muséale dans un grand magasin qui n'a pas les standards d'un musée, c'est un défi. C'est travailler avec des curateurs de musées, c'est utiliser nos archives propres, puisque le Printemps célébrera ses 160 ans l'année prochaine, et il est un des inventeurs du modèle du grand magasin. Et donc, on a énormément d'archives pour raconter en quoi ceci est singulier. Et surtout, ce que l'on voulait faire, c'était avoir un propos qui va au-delà du marchand. Effectivement, on a tous un propos transactionnel dans nos fonctions, marque, retailer, fournisseur de possibilités ou de solutions technologiques. Mais finalement, il y a cette croyance fondamentale, en tout cas depuis la refonte du Printemps, il y a 3 ans et demi, que le shopping est plus intéressant quand il nous rend intéressants. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que post-Covid, les raisons de sortir de chez soi et d'aller dans les magasins, ou même d'aller finalement sur une app ou faire ses courses en ligne, c'est quelles sont ces raisons alors que, en tout cas en Europe continentale, beaucoup de gens ont déjà un peu de tout, et qu'est-ce qu'ils pourraient découvrir? Et le Printemps, historiquement, ses fondateurs avaient organisé des grandes expositions dès la fin du 19e siècle, en se synchronisant avec les expositions universelles, puisqu'il y avait des pavillons Printemps, et puis le Printemps a été longtemps et toujours éditeur de vêtements et a été éditeur de mobilier. Et je souhaitais, avec les équipes, mettre en scène quelque chose qui aille au-delà, voilà, du marchand, et faire venir à nous un public qui pourrait juste avoir envie de se promener, de visiter une exposition, peut-être de s'arrêter dans un de nos cafés ou restaurants ou de faire un achat, mais tout simplement, même s'il ne faisait pas un achat, de redécouvrir ce lieu qui est un lieu de vie, qui est visité, qui est plus visité certaines années que le Louvre, et d'accéder à quelque chose qui était intéressant d'un point de vue culturel et marchand de manière indirecte, puisque dans cette exposition, il y a une 40aine de pièces de collection qui ont été prêtées par les maisons de couture, par les musées, par notre propre fonds, par S-Mode, avec qui nous avons fait un grand partenariat, l'école de mode internationale. Ça permettait de mettre aussi en scène la jeune création, d'avoir un propos qui fait le lien entre le passé et le futur, et de toucher, on l'a vu avec les événements qu'on organise, les visites solo ou guidées, toucher tout un public qui découvre quelque chose. On a presque autour de la table, on a tous une veste, mais finalement, peu de gens se rendent compte que la veste était un habit masculin et que c'est progressivement les femmes se sont, en s'émancipant, en ont fait un vêtement aussi féminin. Et que c'est un vecteur de pouvoir, que ça tout ce qu'on prend pour acquis finalement dans le quotidien a souvent un message et quelque chose de plus profond. Et ça, c'est un propos qui nous semble intéressant, d'aller au-delà du marchand, à l'opposé finalement de l'IA dans la digitalisation, mais avec des outils digitaux pour faire vivre des expériences immersives dans certaines parties de l'exposition. C'est un geste fort, le retour des expositions. C'est-à-dire que c'est vraiment une demande client. Enfin, je pense au Corso Como qui se réinvente encore plus arty. C'est vraiment, il y a une fusion vraiment grand magasin art ici qui se fait naturellement. Alors, je pense que les exemples qu'on peut citer, en tout cas, les grands magasins ou les structures qui sont nées il y a plusieurs décennies, ont en elles-mêmes, dans leur gène,
je pense, un sens du beau et un sens de la cathédrale du commerce. Il y a cette exposition actuellement au Musée des Arts Décoratifs qui s'appelle « La naissance des grands magasins 1850-1920 », auquel on a fourni un grand volume de pièces aussi de nos archives, et qui montre finalement qu'au XIXe siècle, les grands magasins étaient pensés comme des temples de la modernité et qu'on y allait pour découvrir et s'émerveiller. Je pense que c'est toujours vrai et qu'on y va pour respirer l'air du temps, que ce soit pour découvrir des produits ou découvrir autre chose. On y découvre un chef pâtissier. Quand on a Nina Métayer qui est élue meilleure chef pâtissier au monde, elle est au printemps, on joue notre rôle de curateur. Quand on découvre une veste à l'étage d'en dessous, on joue ce même rôle. Quand à côté de l'espace d'exposition, on découvre l'espace de pièces vintage, si on veut acheter des pièces similaires à ce que l'on a mis en scène de manière muséale, on peut aussi le faire. Donc je pense que plutôt le propos, c'est de décadrer le propos et de la consommation, aussi parce qu'elle devient très multiple, qu'on a un grand panel de clients. Enfin, on fait partie, comme les pure players digitaux, de sociétés qui ont des multiples cibles clients, plus d'une trentaine de typologies de clients, de tous âges, de toute origine géographique, tout profil socio-démographique. Par contre, le propos culturel ou artistique, je pense qu'il traverse les profils socio-démographiques et qui peut toucher tout le monde par un biais différent. Et donc, c'est ça le sens de ce propos. C'est aussi parce que depuis 3 ans, on a une direction du patrimoine qui est structurée, que j'ai la chance d'animer avec les équipes, où je pense que c'est quelque chose de différenciant. Dans un monde qui perd un peu la boule, je pense que c'est important de savoir d'où on part, qui on est, et que ce sens-là historique peut aussi aider les clients à se repérer, à se faire et à se rendre compte qu'un produit, à l'opposé de la fast fashion, la veste, c'est un produit très complexe à fabriquer. C'est le produit le plus compliqué à fabriquer en matière de mode, aussi compliqué qu'un sac. Il y a plus d'une centaine d'étapes pour fabriquer une veste. On peut prendre conscience que c'est un art, la mode est un art. Et justement, Stéphane, tout à l'heure, vous parliez de curation et des découvertes qu'on peut faire au printemps. Une de vos singularités, c'est d'avoir développé des concepts propres, multimarques, et qui retrouve en fait ce rôle de curateur du grand magasin qu'on avait parfois un peu perdu ces dernières années ou ces dernières décennies. Aujourd'hui, vous en avez plus d'une trentaine répartis sur Haussmann et parfois sur les magasins. Le réseau. Le reste de la France, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que c'est une de vos vraiment singularités à ce niveau-là. C'est vrai que depuis 3 ans et demi, il y a eu plusieurs axes de différenciation. Le premier a été de recréer de l'expérience. Enfin, nous, on était très inquiets, évidemment, en sortie de Covid, en se posant la question, est-ce que les gens se sont habitués à vivre dans leur canapé ou dans leur lit? Et est-ce qu'ils voudront retourner dans des magasins physiques? Ce qui ne nous empêchait pas de développer notre e-commerce en parallèle, bien sûr. Mais donc, on a eu à cœur de créer des concepts printemps. Il y en a une trentaine aujourd'hui qui sont essaimés dans l'ensemble de notre parc de magasins. On a 20 magasins en incluant le digital, juste pour printemps. Il y a la même chose chez Citadium, qui sont des espaces multimarques opérés par le printemps, où là, on joue notre rôle de défricheur et de curateur. C'est des produits que l'on va acheter en ferme, que nos acheteurs vont acheter, à la différence des marques en concession que nous avons, et que l'on va mettre en scène autour d'une thématique, autour d'une logique, et très généralement autour d'une cible client. On va partir du fait qu'on va créer des shop-in-shop ou des boutiques qui peuvent être très grandes. Le 7e ciel, qui est dédié à l'économie circulaire, à la seconde main, au vintage, c'est 1200 mètres carrés. C'est tout le dernier étage du Printemps de la Femme Haussmann. Il est parti de cette idée qu'on voulait mettre en scène la seconde main de manière qualitative, innovante, dans un espace complètement éco-conçu, en donnant à voir la structure du bâtiment qui est mis à nu du 19e siècle, et en mettant en place à la fois une offre singulière, une offre vintage certifiée, donc des produits qui ont plus de 20 ans, une offre seconde main et un service, par exemple, et en proposant le service de rachat à nos clients qui peuvent déposer un produit et sous 24 heures, on leur confirme si on achète ou pas ce produit, on le met en vente. C'était l'idée de faire vivre à la fois une expérience et que les concepts soient non seulement des lieux marchands, mais des lieux expérientiels, des lieux serviciels, où, par exemple, la cible du vintage, elle touche finalement toutes les générations. Elle a touché d'abord les plus jeunes ou les très avertis, des femmes très averties, très modeuses, ou à l'inverse des plus jeunes. Et aujourd'hui, on voit que ces concepts, ils font venir à nous une autre typologie de clients
qui découvrent avec plaisir qu'ils pouvaient avoir des a priori sur la seconde main. C'est sale, c'est plein de mythes, c'est pas pour moi. Enfin, beaucoup de feedback d'études clients. Et quand on le met en scène dans la qualité d'un concept, il devient une boutique en soi, hyper belle, hyper désirable. Et ça fonctionne bien. C'est la même chose avec un autre concept qu'on a lancé l'année dernière, Minimal Chic, qui est parti de cette tendance de la mode depuis 8-10 mois, que l'on voit s'étendre sur « je veux acheter un produit de qualité qui va durer dans le temps ». Je veux qu'il soit plutôt bien fabriqué en Europe et qu'il ait finalement des attributs d'intemporalité. Et ça, c'était difficile puisque chaque maison ayant plutôt tendance à faire un renouveau permanent 4 fois par an, nous, à l'inverse, on a fait un sourcing et une mise en scène qui permet d'avoir des pièces intemporelles pour la femme ou l'homme et qui sont disponibles toute l'année. Et avec une curation un œil printemps et aussi un élément qui a été évoqué tout à l'heure très brièvement, une sensibilité au prix. Face à le luxe, effectivement, ne va pas croître à 2 chiffres, mais probablement qu'à 1 chiffre cette année. Il est toujours en croissance en réalité. Et pour autant, le panier moyen des consommateurs, quel qu'il soit, est sous pression. Et donc, les concepts, c'est aussi une façon de proposer une forme de curation, une forme d'accessibilité, une forme de mise en scène et autant d'événements, puisqu'on les agrège avec nos événements clients, de cocktails, de découverte d'un designer coréen qui va venir vous faire un talk, de découvrir comment entretenir vos vêtements avec une association de consommateurs, enfin, différentes choses qui vont créer une dimension servicielle et culturelle autour des projets. C'est sur ce point, en fait, que vous allez aujourd'hui créer une expérience client différenciante par rapport à une offre grand magasin aujourd'hui qui est assez large assez large. Sur Paris et dans le réseau, c'est la même logique finalement. L'expérience client, elle est multifactorielle quand vous êtes un grand magasin parce qu'il y a plusieurs choses. D'une part, on cherche à intégrer 4 à 5 grandes dimensions, accueillir toute personne qui rentre chez nous, quelle qu'elle soit, et qu'elle soit bien traitée. Ça veut dire, premier présupposé, d'avoir des vendeurs disponibles et formés. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a une énorme pénurie sur le marché du retail et de vocation à travailler dans le retail. C'est vrai que ça soit pour une maison d'LVMH, pour le printemps ou pour tout acteur ou pour un supermarché. Donc, il y a ce premier enjeu. Et donc, ça nous force à dépenser beaucoup plus d'énergie et de budget en formation, former des vendeurs et s'assurer qu'ils soient dans le bon niveau d'accueil. Et ça, c'est quelque chose où on a été assez intraitable depuis 3 ans. Avec l'envoi systématique des NPS après un achat pour savoir, de checker nos notes Google, les avis Google. Aujourd'hui, on est le premier magasin au monde. Printemps Haussmann est 4,6 d'avis Google. Il est voté comme le meilleur. Mais ça a été un travail pour gagner 0,1 point par an. Ça a été un immense travail de formation. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un demain ou quelqu'un du panel tout à l'heure va me dire bien sûr, j'ai été mal reçu ou je n'avais pas de vendeur. C'est juste extrêmement complexe de couvrir ces structures. Il y a ce premier élément. Donc, la le formation, retail n'est jamais une science exacte. De toute façon, c'est ce qui en fait sa beauté. Oui, mais c'est mieux quand c'est reproductible et qu'on est capable de bien traiter un client. La deuxième dimension, c'est que nous, on met en scène à la fois des marques qui sont en concession, qui gèrent leur propre staff, et du staff printemps. Et qu'un client, il ne le sait pas. Donc après, il faut gérer cette relation client et interagir avec le client et s'assurer que tout le monde est au bon niveau. La deuxième dimension, c'est évidemment l'expérience. C'est vrai qu'on a beaucoup renforcé la dimension expérientielle et c'est là que l'expérience client, je pense qu'elle est différenciante. Je suis content évidemment des résultats d'Haussmann, mais aussi du magasin de Deauville, de beaucoup de magasins, du magasin de Lille, de beaucoup de magasins où on a fait cet effort, c'est-à-dire qu'on a introduit à la fois une offre food très variée et différenciante. On a 18 restaurants aujourd'hui au printemps et les 3 derniers qu'on a ouverts, c'est des restaurants en propre. Ce ne sont pas des concessions, ce sont un restaurant comme Bleu Coupole est un restaurant qu'on a créé de toutes pièces de façon à assurer une qualité de service, une qualité de pricing, une qualité d'expérience. Et ça permet, par exemple, quand on lance La Veste, l'opération La Veste, de faire une pâtisserie avec Courrèges, qui est notre invité d'honneur de La Veste sur le boulevard Haussmann, et de créer un gâteau Courrèges. Donc, c'est encore une façon de faire vivre une expérience de marque un peu distincte qui est surprenante et qui fait venir, peut-être que des gens viendront pour ceci. La troisième dimension, c'est les événements. Depuis 2022, on organise plus de 2000 événements par an dans nos magasins, que ce soit des talks, des conférences, des ateliers. L'année dernière, vous pouviez rencontrer Yann Arthus Bertrand qui vous sensibilisait aux enjeux de la biodiversité.
La semaine prochaine, il y aura Nicolas Di Felice, le créateur de Courage, qui viendra parler à 40 personnes qui se sont inscrites sur notre site de son processus créatif. Ou encore, on a eu un ingénieur de Lévis nous parlant des enjeux de la teinture sans eau. Et tous ces ateliers, toutes ces conférences, c'est la même chose que quand on fait une vitrine immersive en juin, où les clients peuvent s'enregistrer et faire un cours de cuisine avec des chefs en cuisine, c'est que le printemps ou le grand magasin soit un lieu de vie. Et ça, c'est très, très important. Et on pense, en tout cas, et on voit les résultats à chaque fois qu'on crée une expérience. Vous venez peut-être pour l'expérience et peut-être que vous transactionnerez en complément. Et si vous ne le faites pas, vous aurez en tout cas un a priori positif qui vous fera revenir, vous achèterez en ligne. Et la troisième dimension, c'est elle est purement servicielle. Effectivement, les grands magasins, parce qu'ils brassent un grand volume de clients et d'expériences, peuvent proposer des services de grande volée. On a les personal shoppers. On a plus de 100 personal shoppers qui accompagnent nos clients pour leur faciliter la vie. Et c'est un service qui est offert au printemps pour trouver un cadeau ou se relooker. Et un service innovant comme le service de rachat et revente des produits qui n'existe nulle part ailleurs en physique tel que nous le faisons. Vous tentez une perche, c'est notre dernière question sur le prix, tellement important. En plus, en ce moment, on voit il y a une menace des dupes. Enfin bref, entre l'hyperinflation, les dupes, bref, il y a un contexte compliqué. Le grand magasin a du coup une fonction pédagogique par rapport au prix aussi, l'expliquer, le valoriser. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Le grand magasin, il peut, en étant le curateur, il met en scène à la fois des expériences qu'il crée lui-même et d'autres qui sont créées par ses partenaires. On a 3000 marques au printemps. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir en tête tout ce que chaque marque fait. Par contre, les marques partagent avec nous leurs enjeux, leur mise en scène. Elles créent elles-mêmes des événements, des choses comme celle-ci. Ce que l'on peut faire, c'est bien sûr sensibiliser nos marques sur la sensibilité au prix. C'est d'où le succès des concepts, parce que nous faisons notre propre curation et que sur un espace donné, je peux associer différents produits sourcés partout dans le monde pour avoir un look complet et qui n'est pas forcément celui d'un look unique d'une maison de luxe qui pourrait être assez coûteux. Le total look est maintenant devenu trop cher pour les Européens, pas pour certaines cibles clients, mais trop cher actuellement. La deuxième chose, c'est d'anoblir l'acte d'achat. C'est ce que vous avez dit quand on a créé en 2021 le label Unis vers le beau responsable. C'était l'idée de mettre en scène toutes les marques qui s'engageaient dans une démarche d'éco-conception et de responsabilité qu'on a mis en scène dans nos magasins qui ont des tags sur le site physique et digital et qui permettent de montrer aussi que tel produit, par sa conception et son prix, a du sens. Ce n'est pas juste du branding, c'est aussi un produit de qualité, c'est un produit qui respecte des normes écologiques, environnementales. Donc ça, c'est un autre axe, parce qu'on a aussi toute une cible client qui est sensible. Malheureusement, pas toute la population qui nous visite, mais on voit que c'est en forte croissance. Et enfin, le grand magasin, c'est aussi le lieu où, pour beaucoup de visiteurs, on peut regarder, toucher, essayer sans stress. C'est-à-dire que il y a pas, les boutiques sont toutes ouvertes. Bien sûr, il y a des boutiques 3 murs, mais elles sont là, c'est extrêmement facile. Si on prend l'étage de la joaillerie, il y a pas, vous n'avez pas besoin de sonner, vous n'êtes pas place Vendôme pour passer une porte de sécurité. Vous rentrez directement si vous voulez essayer une montre à 50 000 € ou une Swatch à 220 €, c'est possible. Tout ça dans la même matinée. Donc il y a cette notion-là qui est assez forte. Et puis il y a face à cette réponse de l'accessibilité, il y a 2 éléments. Une capacité à créer des politiques promotionnelles en embarquant les marques avec nous, d'accepter de faire des opérations commerciales à différents moments de l'année, comme avec nos opérations de jackpot. Et le dernier niveau, c'est le programme de fidélité. Le programme de fidélité, c'est accéder à 3000 marques qui, indépendamment dans leur réseau de boutiques, n'ont pas de programme de fidélité, mais où vous achetez au printemps et vous accédez à des services, des prestations et du cashback qui vous permet de revenir et d'avoir une incitation financière à transactionner chez nous par la suite. Un grand merci Stéphane, et on a envie, vos 40 privilégiés, de pouvoir parler au génie créatif de Courage, une maison qu'on adore. Un grand merci. Merci à vous. Merci Stéphane.
J'appelle sur scène maintenant Linda de Bluelink qui, elle, va reprendre la parole sur la partie justement conseiller augmenté. On en a parlé avec Stéphane de l'importance aussi du vendeur et de la relation entre le conseiller de vente et son client au sein d'une boutique physique ou d'une relation à distance. Voilà, je crois que Linda, vous aviez des choses à nous présenter sur ce sujet. Puis on a une question du Bluelink pour ceux qui ne connaissent pas Bluelink. Excellente question, Eric. Alors, je vais prendre la parole sur cette question-là. Bluelink, c'est de la relation client à distance. C'est une filiale d'Air France qui accompagne les grands noms, les grandes marques du luxe dans leur expérience client, toujours à distance. Et alors moi, mon rôle dans cette entreprise, dans ce groupe, c'est l'académie. Donc, la mission de mon équipe, c'est de faire grandir l'ensemble du staff, en réalité, sur les compétences comportementales particulièrement, avec l'objectif, ça va de soi, c'est d'offrir un service d'exception à tous nos clients. Alors, vous voyez l'écran, vous voyez la présentation, la magnifique présentation. On peut repasser sur l'introduction, Romain, si tu veux bien, avant de rentrer trop dans le détail, si tu dis tous mes secrets. Ce sera plus intéressant. Alors voilà, on avait compris avec l'intervention de Mélanie tout à l'heure que le conseiller augmenté existait déjà, qu'il allait continuer à se développer au rythme des avancées de la tech, évidemment. Et notre rôle à tous, notre rôle dans la société et aussi en tant qu'entreprise, c'est de faire en sorte d'accompagner les humains dans cette révolution, d'une part en les formant de manière continue sur les thématiques d'innovation, ça veut dire comment se transforme leur métier, comment passer du modèle actuel au prochain, au suivant, comment ne pas se sentir dépassé aussi face à l'obsolescence des savoirs, ça on en entend beaucoup parler. Et puis d'autre part, il va falloir miser énormément sur les fameux soft skills. Pourquoi ? Parce que comme le mentionnait le Forum économique mondial dans un rapport sur le futur des métiers, en phase de recrutement, les soft skills, donc les compétences qu'on appelle douces, elles ont déjà supplanté les compétences techniques. Et ça représente une véritable révolution dans le monde du travail aujourd'hui. Alors, ce phénomène, on l'explique parfaitement par la montée en puissance de l'intelligence artificielle générative, comme Mélanie nous l'a expliqué tout à l'heure, mais ça permet à la clé pour les entreprises une automatisation du travail, donc une productivité qui est augmentée naturellement. Et ce temps-là, ce temps qu'on va gagner, on va le distribuer autrement en cultivant nos propres compétences. Et là, Romain, tu peux dévoiler le secret de la slide suivante. Alors, quels sont les soft skills que l'on va devoir cultiver face à ce changement de paradigme en réalité? Ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde du learning, c'est un parallèle constant, permanent entre les deux univers. Face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle et de son utilisation dans les entreprises et pour les marques, on va retrouver le besoin, la nécessité même d'intensifier les efforts sur l'intelligence humaine. Alors, le modèle qui semble s'imposer aujourd'hui, c'est le développement des compétences qu'on appelle transversales, c'est-à-dire en réalité tout ce qui nous rend profondément humains. Alors, ça veut dire quoi pour des équipes de relations clients? Ça veut dire savoir coordonner son équipe, comprendre une situation complexe assez rapidement, traduire des émotions, prendre une décision en pesant le pour et le contre, résoudre des conflits, ça arrive énormément, surtout avec les clients, on est là pour ça. Fédérer autour de soi, ça c'est surtout pour le manager. Voilà, on peut trouver beaucoup d'exemples aujourd'hui qui prouvent que l'intelligence humaine, elle est évidemment très complexe, elle est multiforme et elle n'est pas aujourd'hui à 100% substituable par un robot. Et c'est ça qui nous rend capable en réalité de fonctionner dans un environnement qui est incertain et qui demande de la subtilité. Alors, chez Bluelink, en tout cas, c'est précisément sur ça que nous voulons travailler, c'est-à-dire continuer de développer la qualité des échanges entre les marques et leurs clients. Alors, justement, les soft skills essentiels à développer dans notre métier, vous le voyez à l'écran, ils s'articulent autour de 3 grandes familles et on va passer à la première, donc l'intelligence cognitive. C'est le premier chapitre de ce triptyque et c'est la capacité à analyser et à organiser l'information.
c'est planifier des actions, imaginer et apprendre aussi, évidemment. Donc, les compétences qu'on peut lier à cette forme d'intelligence-là, elles vont nous permettre de prendre du recul, évidemment, de faire des choix, de mettre des résultats en perspective et surtout, et ça c'est vraiment important, surtout quand la logique binaire ne suffit pas. Et ça arrive quand même très souvent dans nos métiers. Donc là, il va s'agir des compétences qui sont très attendues dans le management, notamment savoir prioriser des tâches, expliquer des décisions, convaincre un auditoire, faire preuve de flexibilité aussi, et puis savoir adapter un plan un peu à la dernière minute. C'est un petit peu de la prise de risque. Voilà, ça c'est l'intelligence cognitive et c'est l'un des 3 chapitres majeurs pour nous à travailler pour notre staff en règle générale. Arrive ensuite l'intelligence intrapersonnelle, Romain. Merci. Et là, on va parler de notre capacité d'introspection. C'est tout ce qui va conduire à une meilleure connaissance de soi. Donc là, les soft skills qui sont liés à cette forme d'intelligence-là vont nous permettre de dépasser des résistances internes. Là, on va parler de nos peurs, nos croyances, nos biais. Les biais, c'est un mot très à la mode, mais c'est tellement vrai. C'est tout ce qui empêcherait d'atteindre nos objectifs ou de passer à l'action face à une situation donnée. Et là, c'est vraiment, c'est presque de la psychologie, c'est du développement personnel même. Concrètement, dans les faits, on va toucher à l'agilité, à l'adaptabilité. Ce sont des critères qui sont extrêmement recherchés dans le recrutement aujourd'hui et on sait que c'est sur ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Sur nos limites, sur nos pensées limitantes aussi, on combat le syndrome de l'imposteur, on en entend énormément parler, il se cache un petit peu partout et ça, c'est des sujets sur lesquels on va avoir le temps maintenant de pouvoir travailler. On va se replacer au centre et on va miser sur l'humain pendant que les robots feront le travail à moindre valeur ajoutée. La 3e intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. Alors là, c'est d'ailleurs peut-être la plus importante dans notre secteur d'activité quand on est au contact d'un public qu'on doit constamment séduire. Et là, on va retrouver tout ce qui permet de comprendre l'autre et de communiquer de façon adaptée. Donc ça peut vouloir dire savoir faire preuve de tact. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus humain que ça, de passer des informations avec tact, détecter des intentions sans qu'elles soient clairement exprimées. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de profondément humain et c'est le cœur des conversations entre humains aujourd'hui. C'est ce qui fait en fait la subtilité. Ces compétences-là, elles sont indispensables dans la gestion de conflits, dans la réclamation avec les clients. On va retrouver des bases de la communication non violente, évidemment, grand basique. On va également pouvoir travailler sur l'art de la négociation. Quel levier utiliser, pour quel but, pour convaincre quel type de personnalité, quel type d'acheteur, pour décider quel persona en marketing. Et ça, c'est quand même hyper intéressant à travailler. Voilà, si on récapitule ce qu'on vient de dire, on peut passer à la slide suivante, Romain. Merci. Ce qu'on vient de dire, notre plan à nous, à Bluelink, c'est tout d'abord d'avancer au rythme de la tech, ne surtout pas se faire dépasser, l'intégrer autant que possible à l'expérience client, ne surtout pas en avoir peur et ne pas avoir peur de la tester. Évidemment, apprendre à l'utiliser, ça c'est vraiment le rôle de la formation et en même temps d'investir sur l'humain et de miser sur les 3 intelligences qu'on vient de voir, donc cognitive, intrapersonnelle et interpersonnelle. Voilà, en tout cas nous, à Bluelink, on est convaincus que c'est comme ça que continuera à se développer l'expérience client augmentée, on y croit, on sait qu'il faut miser sur les 2. Mais pour aller plus loin, je vous invite chaleureusement à découvrir notre dernier livre blanc qui porte sur ce sujet passionnant, qui me passionne en tout cas, celui des soft skills. Merci Linda. Si voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à télécharger justement la douce révolution des soft skills par Bluelink et leur livre blanc. Merci Linda. Merci. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Émilie de chez Estée Lauder Company, donc Émilie Zulk, directrice commerce et digital marketing pour le groupe.
Bonsoir Émilie, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et merci Eric et Nicolas pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. C'est un plaisir Un de plaisir. recevoir le groupe Estée Lauder, puisque là, c'est pas simplement la maison, c'est aussi des très belles maisons comme Kilian et autres. Là, on peut en parler pendant des heures. Exactement. Émilie, peut-être en première question par rapport à cette notion de la relation et de l'expérience client que vos clients peuvent vivre. Souvent, on le sait, vos marques sont hébergées avec un tiers, souvent un retailer, et malgré tout, vous avez un challenge d'hyper proximité avec la concurrence et vous devez créer une relation, une expérience spécifique. Et ce sont des challenges pour vos différentes maisons qui dressent aussi des clients qui sont parfois similaires et parfois assez différents. Comment vous réalisez en commerce physique finalement cette notion et cette relation singulière ? Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais juste préciser un peu le détail de nos circuits de distribution pour donner du contexte et étayer mes propos. Avec plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le groupe Estée Lauder, on est l'un des leaders mondiaux de la beauté, arrivé en France en 1966. On détient 22 marques en France, uniquement en circuit sélectif. On a 70 boutiques en propre, 1650 parfumeries, 80 corners dans des grands magasins et on a un peu plus de 10 sites de e-commerce en propre. Donc, il n'y a pas que notre distribution chez nos retailers. Et dans ce large écosystème de distribution, effectivement, ce qui nous différencie, c'est la relation intime qu'on entretient avec nos clients. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, proposer une relation client différenciante, c'est un vrai challenge pour nous, au vu de nos nombreux points de contact. Et donc, comment on crée cette relation intime avec le client? Alors, d'abord, grâce à notre marque de fabrique, qui est ce qu'on appelle le service High Touch. Donc, on offre des services vraiment haut de gamme à nos consommateurs, qui sont adaptés à leurs besoins et qui nous permettent vraiment de créer des relations privilégiées avec eux. Et c'est vraiment la force du groupe. En fait, sur chaque comptoir, dans chaque grand magasin, dans chacun de nos points de vente, offline, online, au printemps, chez Sephora, etc., on a des conseillères dédiées à nos marques qui sont là pour conseiller nos clients. Donc, on sait que les expériences clients créent la fidélité et la rétention et c'est vraiment une des clés de croissance, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le secteur de la beauté et notamment dans le luxe. Et c'est encore plus fort aujourd'hui parce que je trouve qu'on assiste vraiment à l'émergence de ce que j'appellerais un peu le slow retail. Les consommateurs, maintenant, ils prennent le temps, ils privilégient les marques les plus responsables et prestigieuses. Les consommateurs, ils ont envie de vivre une expérience, comme le disait tout à l'heure le directeur marketing de Printemps, de voir les dernières tendances, etc. Et justement, nous, pour répondre à ces exigences, notre stratégie retail, elle se veut vraiment stratégique et sélective. Et elle est pensée et designée pour servir au mieux où il veut et quand il veut notre conso. Et c'est vraiment parce que chacune de nos marques est vraiment singulière, comme vous le disait Eric. C'est vraiment chaque marque a sa propre ADN. Et donc, pour réussir dans un tel environnement de distribution retail très compétitif, où on est à côté de nos petits copains du luxe à côté, on se concentre clairement sur les relations clients en déclinant notre sens du service, que ce soit dans nos boutiques, dans nos magasins en propre ou chez nos partenaires retailers, etc. Donc, en résumé, je pense qu'il y a vraiment 3 points clés à cette expérience différenciante chez nous dans le groupe Estée Lauder. C'est 1, la personnalisation de l'expérience, c'est-à-dire qu'on pousse vraiment des assortiments différents en fonction des audiences, des points de distribution. La cliente Sephora, ce n'est pas la même cliente qui va dans nos magasins en propre et on adapte vraiment toujours nos communications et nos mises en avant en fonction de l'ADN des clients, de nos marques, pardon. Et récemment, depuis très récemment, on met aussi tout ce qui est tendance qui buzz sur les réseaux sociaux en visual merchandising dans nos boutiques en propre parce que vraiment, on essaie de rentrer dans le quotidien des gens, on surfe sur les tendances, on essaie de créer la conversation en fait avec les gens. Et ensuite, le deuxième point clé, c'est la communication évidemment qui est omnicanal. Grâce à nos outils de CRM, nos marques adressent les clients de la même façon que ce soit online ou offline. Les claims de nos marques sont suivis à la lettre et sont même tous différents, mais ils sont vraiment suivis à la lettre dans tous nos circuits. Et c'est important pour nos clientes parce qu'elles se reconnaissent comme ça et elles se retrouvent dans ces ADN-là. Et enfin, un des points les plus importants, c'est vraiment cette valeur ajoutée qu'on propose et qui est vraiment ce service personnalisé. Parce que, encore une fois, chaque marque a son ADN propre, mais chaque client aussi a des besoins spécifiques. Et donc,
souvent, maintenant, on se rend compte avec de nombreuses études qu'on mène que les clients veulent être proches de la marque, ils veulent un service personnalisé, ils veulent se sentir aussi en confiance avec des conseillers de clientèle, avec des conseillers expérimentés qui comprennent leurs besoins. On a plein de clientes qui reviennent en magasin juste parce qu'elles s'entendent très bien avec la conseillère et qu'elles viennent voir et parler avec elle des dernières tendances. Donc, ce service vraiment high touch avec beaucoup de conseils, de bienveillance, etc., c'est, je pense, ce qui nous permet de nous différencier de la concurrence, que ce soit en magasin, mais aussi online. Vous avez 11 sites internet, hein, je crois, e-commerce, en tout cas 11 sites e-commerce. Oui. 2 questions. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'améliorer, je vais dire en permanence, mais et plus une question de plateforme de marque. Est-ce que du coup, on arrive à créer des expériences e-commerce online différentes d'une marque à l'autre? Alors, sur la partie e-commerce pure, oui, donc on a 11 sites e-commerce en propre sur chacune de nos marques. Et parce que le e-commerce est vraiment essentiel pour nous. En fait, aujourd'hui, on a un des premiers groupes de cosmétiques haut de gamme sur les grands sites de vente aux États-Unis, parce qu'on est une boîte américaine, mais aussi en France. Et donc, sur tous ces sites de marque en propre, on a souvent été pionniers en la matière sur les services Internet. Les premiers sites de e-commerce, hein, pour que vous le sachiez, du groupe ont été lancés en 96 pour Clinique et Bobbi Brown. Et ça a vraiment marqué le début pour nous de la révolution pour le groupe, puisque le service high touch, en fait, d'un coup, de tout le monde en ligne. Et on a toujours eu la volonté de prolonger ça, pour le coup. Par exemple, je prends un exemple très concret, pendant la pandémie du Covid, on a utilisé toute la force de nos collaborateurs terrain pour offrir des services de consultation en ligne, des masterclass en ligne, pour créer encore cette proximité avec les clients. Et en parallèle, on a mis aussi en place des outils de virtual try-on où les consommatrices peuvent essayer leur lipstick directement sur le site de MAC ou essayer leur fond de teint sur le site de Bobbi Brown. Et ces services-là sont même restés jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens, avec ce service ultra personnalisé, ils convertissaient 3 à 4 fois plus que des personnes qui n'utilisaient pas ces outils-là sur nos sites Internet. Donc, aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est toujours de prolonger ce service high touch dans le digital. On propose des expériences immersives et personnalisées, etc. Et en fait, pour ça, pour améliorer l'expérience client en ligne, mais aussi pour différencier chaque marque d'une autre, il faut encore une fois garder le consommateur au cœur de la conversation. Et la pierre angulaire à tout ça, c'est vraiment l'analyse et la compréhension des données clients. En fait, c'est vraiment le cœur de la conversation parce que grâce aux données récoltées sur nos sites en propre, dans les magasins ou même via des enquêtes automatiques qu'on fait ou des outils de feedback immédiat sur nos sites, etc., c'est là où on permet toujours de faire des nouvelles expériences. Et pour ça, l'intelligence artificielle, parce que c'est tout le cœur du sujet, c'est un formidable outil pour nous dans cette optique, parce que l'analyse des données, les consumer insights, etc., c'est vraiment crucial dans nos prises de décision. Et d'ailleurs, c'est crucial dans le groupe Estée Lauder, parce que moi, dans mon équipe, par exemple, je m'occupe de tout le digital, du média offline et online, mais j'ai aussi toute la partie consumer insight pour l'ensemble des marques, pour qu'on ait justement toutes ces infos clients et qu'on puisse décliner l'ADN de marque partout. Et un autre exemple aussi de choses qu'on met en place et qu'on utilise énormément, comme d'autres groupes évidemment, hein, mais c'est tout ce qui est le social listening, parce que c'est une source incroyablement riche d'insights pour nous, de consommateurs. Nos marques, elles utilisent ces outils de social listening pour capturer les sentiments clients sur les réseaux, les comportements d'achat qui sont très différents entre une consommatrice de MAC, une consommatrice La Mer, une consommatrice de Malone London. Et tout ça, ça alimente les équipes marketing. Et on s'est rendu compte d'ailleurs en début d'année, grâce à ces outils formidables, qu'il y a une tendance qui se dégageait sur le make-up qui était une tendance liée à la couleur pêche. En fait, Pantone a sorti la couleur de l'année qui était la couleur peach. Et on s'est rendu compte que d'un coup, sur les réseaux, il y a eu un buzz autour de ça. Et donc, nous, de façon très agile, avec mon équipe digitale, mais aussi avec l'ensemble des marques en matriciel, on a vraiment utilisé ça, on a surfé sur cette tendance, on a mis en place tous nos produits couleur pêche dans les on a fait des newsletters sur nos sites internet, on a créé un événement en interne en invitant des influenceurs, etc. On a fait des masterclass là-dessus et on s'est rendu compte que ça a eu un impact énorme en très peu de temps parce qu'on est rentré dans le quotidien des gens et on s'est adapté aux différentes tendances. Donc vraiment, cette analyse de données, ça nous permet d'aller clairement beaucoup plus loin en termes de personnalisation, en personnalisation d'offres,
en fonction des besoins, des préférences des clients et du coup, d'augmenter clairement nos indicateurs de satisfaction et de fidélisation qui sont très forts chez nous, chez Estée Lauder. Et je pense profondément que les organisations comme les nôtres qui mettent l'intelligence artificielle à leur service et qui crunchent énormément de data de façon intelligente ont vraiment un avantage compétitif parce que ça permet d'avancer vraiment au rythme des consommatrices et des consommateurs, de développer des campagnes pertinentes plus rapidement, même en médias, de prendre en compte les tendances émergentes, etc. Et aussi et surtout d'assurer que nos budgets médias, évidemment, sont bien investis et bien optimisés après tout. Et on le voit, on en a parlé aussi sur la relation des collaborateurs, on va dire, à l'IA et au digital en général. Vous nous avez dit que vos conseillères de vente avaient des outils digitaux aussi très régulièrement dans leurs mains pour améliorer cette relation avec le client. Néanmoins, on voit et on se rend compte que parfois, elles ont du mal à l'utiliser par trop de complexité. On le voit dans des aspects mystery shopping où il y a encore des flottements. Et vous avez mis en place justement cette capacité d'accompagner vos collaborateurs sur une meilleure prise en compte du digital au global au sein de Estée Lauder Company. Exactement. Et en fait, on les accompagne énormément parce qu'on s'est rendu compte que les outils digitaux et l'intelligence artificielle en général, ça peut faire peur aux équipes. Mais alors déjà, pour moi, c'est mon avis, mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil, ça ne remplacera pas les personnes. Et ça, c'est hyper important pour nous et on le partage énormément aux équipes. Parce que pour nous, les outils digitaux, ils viennent affiner, ils sont complémentaires à l'humain, parce que l'humain est important et très, très central. Et pour faire un peu de contexte, encore une fois, mais dans le secteur de la beauté, on a vu là, les 20 dernières années, 3 points d'inflexion technologique qui ont pu faire peur à un moment ou à un autre. D'abord, on a eu le commerce en ligne qui est arrivé. Donc, ça a changé notre façon de faire des achats. Là, les équipes aussi terrain ont pu avoir peur. Ensuite, on a eu le smartphone et les réseaux sociaux qui, là, ont complètement changé nos façons de consommer et de communiquer. Et aujourd'hui, là, le 3e point d'inflexion pour lequel on se voit ce soir, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et effectivement, ça va changer énormément d'aspects dans notre façon de fonctionner dans toutes les entreprises, évidemment. Mais donc, ouais, allez-y. Non, j'en prie. Non, et c'était pour dire qu'effectivement, nous, on a souvent été pionniers sur les sujets du e-commerce, sur les sujets digitaux, on est en avance, mais l'humain est primordial dans le groupe. Et en fait, c'est une chose vraiment sur laquelle on ne transige pas en interne parce qu'on vient d'une entreprise qui est vraiment familiale et patrimoniale. Et donc, la clé vraiment, c'est de conscientiser le fait qu'il faut réussir à allier technologie et humain. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment une combinaison pertinente des deux. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous de rappeler aux équipes via des formations, mais via aussi de l'éducation continue, que l'intelligence artificielle ou les outils digitaux sont vraiment des outils qui leur permettent d'aller plus vite sur des tâches à moins forte valeur ajoutée et de développer par ailleurs des stratégies beaucoup plus complexes, par ailleurs plus épanouissantes pour elles, etc., en automatisant ces tâches et pour aller plus vite par ailleurs. Donc vraiment, on a beaucoup investi dans l'information et l'éducation de nos équipes à ces outils pour qu'elles puissent aussi comprendre les objectifs liés à leur insertion dans leur activité, parce que ce n'est pas évident de prime abord. Mais on voit vraiment ça comme un outil de développement de nos produits, de nos services, avec toujours l'amélioration de l'expérience client qui reste vraiment comme ligne directrice. Et ça, les équipes le comprennent. Et concrètement, pour surmonter les craintes et les préoccupations, encore une fois, je le redis, mais c'est hyper important pour les entreprises d'investir dans la formation et l'éducation des équipes terrain parce que c'est essentiel pour encourager l'adoption de ces nouveaux outils. En fait, à l'époque, nous, de la pandémie du Covid, on a formé tout le monde sur les outils de chat, de consultation virtuelle, de comment faire des masterclass, du téléshopping en réalité augmentée. Et aujourd'hui, on fait la même chose avec les outils d'intelligence artificielle. Donc, moi, je suis intimement persuadée que en ce qu'on mutualise la connaissance des gens du terrain et le potentiel des outils digitaux, c'est là qu'on peut proposer une expérience différenciante aux clients. Parce que pour un groupe comme le nôtre, où l'héritage est très fort, où c'est vraiment les gens du terrain qui connaissent les clients, qui connaissent les produits, qui connaissent toutes les maisons et toutes les marques et toutes les ADN, en mutualisant ça avec les outils digitaux, c'est là où tout se passe, où est la clé du succès, selon moi.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Émilie, pour ces éclairages dans le secteur de la beauté. Avec plaisir, merci. J'appelle maintenant Olivier Larigaldi, donc CEO de John Paul. John Paul, donc Olivier nous le présentera, mais c'est une société qui fait de la conciergerie de luxe. On n'a pas forcément tous connaissance du métier de John Paul. Donc Olivier, si vous pouvez nous rejoindre, c'est parfait. Bienvenue Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très aimable à vous. Je le disais en introduction, voilà, John Paul, conciergerie privée de luxe, mais bien au-delà, vous faites de la relation client de votre moto 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous laisse introduire votre activité un petit peu plus en détail. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. John Paul, c'est environ 500 concierges d'élite à travers le monde et des experts en marketing relationnel et en marketing expérientiel. On est basé à Paris, à Lisbonne, à Miami, à Toronto, à Doha, ce qui nous permet de nous projeter un petit peu partout dans le monde où on a besoin de nous. Qu'est-ce qu'on fait au-delà de conciergerie? Parce que le mot de conciergerie est très, 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 très vaste. Vous pouvez voir les gens qui font votre Airbnb et qui déposent les clés. Ce n'est pas ce qu'on fait, mais ça s'appelle concierge aussi. Nous, on est le leader mondial de la conciergerie en marque blanche, en B2B2C. B2B2C, le premier B, c'est nous. Le deuxième B, c'est les marques clientes qui financent et qui payent nos services. Et le C de la fin, ce sont nos membres, donc les gens qui bénéficient de nos services. Les gens qui bénéficient de nos services, ce sont tout simplement les meilleurs clients, les clients les plus importants, que les marques, le B du milieu, souhaitent fidéliser, avec qui elles souhaitent créer un lien émotionnel, et c'est pour ça qu'elles nous intègrent dans leur expérience client. On a vu avec les interlocuteurs précédents que toutes les marques ont des équipes d'expérience client, une vision très complète de l'expérience client. Nous, on est une petite brique qui peut venir aider par endroits à contribuer à la réussite et au lien émotionnel de cette expérience client. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille quasiment exclusivement en marque blanche, puisque tout ce qu'on apporte doit être au service de l'amour qui se crée entre la marque et son client. Voilà un petit peu ce qu'on fait, les services qu'on propose pour insérer nos petites briques dedans. Le premier service le plus connu, c'est la conciergerie, qui peut s'exprimer soit typiquement, vous êtes une grande institution financière et vous avez des cartes bleues, des cartes de crédit très prestigieuses. Vous offrez nos services associés à cette carte de crédit. Vous êtes une grande maison de luxe et vous organisez un événement, une Fashion Week, et nos équipes viennent vous renforcer pour gérer cet événement. On a travaillé par exemple pour la Coupe du Monde, FIFA World Cup au Qatar, et on a aidé la famille royale à gérer tous ses invités VIP pendant l'événement. C'est ce genre de choses qu'on fait en conciergerie. On fait également du marketing lifestyle sortant. Donc typiquement, vous recevez beaucoup, je pense, de magalogues, de newsletters, de catalogues, de city guides, de choses comme ça. Certains d'entre eux sont rédigés par nous au nom de la marque qu'on sert. Et puis le troisième pilier, le troisième service qu'on peut proposer à intégrer dans des services, dans des relations expérientielles, c'est tout ce qui est événementiel pour permettre à la marque de rencontrer ses clients dans un événement qui n'aurait pas eu lieu si on n'y avait pas pensé, si on ne l'avait pas créé ensemble. Et ça renforce évidemment le lien entre la marque et son client. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de VIC, qui est là, en effet la Gold du luxe. Qu'est-ce que vous avez développé chez John Paul en termes de savoir-faire relationnel par rapport à ces clients si recherchés, si difficiles? Le premier savoir-faire qu'on a développé, ce n'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et c'est vraiment la nature de nos équipes, qui sont des équipes absolument formidables, parce qu'ils arrivent à réunir des qualités d'écoute, des qualités d'empathie, des qualités de discrétion, des qualités de sourire, des qualités d'inspiration, et en même temps des qualités de rigueur dans l'exécution qui doit être absolument parfaite vu le type de clientèle qu'on sert. Et c'est vraiment un privilège pour nous d'avoir toutes ces équipes qui réunissent ces qualités si contradictoires. En dessous de ce savoir-être qu'on sélectionne dès la base et puis qu'on nourrit par l'esprit d'équipe chez John Paul, il y a tous les savoir-faire. Le premier savoir-faire, c'est trouver tous les partenaires. Il faut trouver des restaurants, il faut trouver des spas qui correspondent tout à fait à ce qu'on recherche. Donc, il faut avoir tous ces réseaux et ça se développe au fil du temps. Ça se développe par l'amitié avec ses collègues concierges. Et la troisième chose, c'est connaître
très très bien les codes de la marque qu'on représente, puisqu'encore une fois, nous, on contribue en marque blanche à aider une marque à augmenter son expérience client. Donc, on doit représenter la marque qu'on sert. C'est très important qu'on s'imprègne des codes de cette marque pour la représenter au mieux. Et puis, on a tout notre outillage. Et là, on investit énormément dans notre outillage, que ce soit le CRM, que ce soit tous les outils d'analyse data ou que ce soit l'IA. Et un point très important, c'est la sécurisation de tous ces outils, puisque les gens qu'on gère sont quand même des VIC extrêmement importants. Donc, on est notamment certifié PCI DSS Level 1, qui est le plus haut niveau de certification de sécurité, notamment dans le monde bancaire. Et on parlait justement d'investissements digitaux, et on parlait durant la préparation de ce talk, c'est aujourd'hui, quelle est la place de l'IA au sein de votre organisation? Pas forcément directement avec le consommateur final, le client final, mais en tout cas, vous avez l'IA qui vous aide énormément dans le traitement des demandes clients. Absolument. Nous, aujourd'hui, de par notre métier, de par notre positionnement, on a une religion, c'est qu'il n'y a jamais d'IA entre le concierge et le membre qu'il est en train de servir. Parce que c'est l'humain qui crée l'émotion, et nous, le service qu'on apporte, c'est cette émotion. Par contre, pour permettre au concierge d'être le plus efficient possible, le plus efficace possible et le plus concentré possible sur le membre qu'il est en train de servir, en dessous, dans les outils qu'on lui met à disposition, on va chercher de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle. Je vais vous donner quelques exemples très concrets pour rendre mon propos beaucoup plus concret. Dans notre métier, il y a un élément très important qui s'appelle le bon pour accord. C'est-à-dire, on propose quelque chose au membre. À un moment, le membre regarde et nous dit « Oui, ça me va très bien, tu peux faire la réservation ». Sauf que pendant ce temps-là, il se passe du temps et que peut-être la disponibilité a changé, peut-être le prix a changé. Donc, le moment où on reçoit le bon pour accord, c'est vital pour nous que dans les 30 secondes, on puisse confirmer la réservation, on puisse faire les paiements. Et donc, on a un outil d'intelligence artificielle qui a été développé en interne par nos équipes, qui repère dans tout ce qu'on reçoit ce qui ressemble à un bon pour accord et qui le met tout en haut de la pile, qui l'attribue directement au concierge qui gère le dossier pour que ça puisse être traité tout de suite. Je vous parlais de nos services de marketing sortants. Là-dessus, on a des moteurs d'intelligence artificielle qui nous permettent un petit peu à la Netflix de proposer des expériences, de proposer des partenariats, de proposer des avantages, les contenus, en fonction du profil de chaque membre qui est en train de consulter. Et on a vu une adhésion à ces services et un taux de clic et un taux de réservation qui a été multiplié par 2,5 grâce à ça. Une question, dernière question un peu plus poétique, même si l'IA, Jen, peut faire de la poésie, on le verra avec Stéphane. On a fait un webinaire qui a très très bien marché sur les VIC et on a un goût de la curiosité de l'expérience exceptionnelle que vous auriez proposée. Est-ce que ces derniers temps, vous avez repéré quelque chose d'exceptionnel qu'a fait Jean-Paul pour ses clients VIC? Ah, c'est secret ça. Sans dire de nom, bien sûr, mais l'idée, vous voyez. Ouais, non, je vais vous répondre. En plus, c'est vrai que c'est quand même le petit côté très sympa dans notre métier. Je vais juste mettre un tout petit bémol d'abord. Encore une fois, les marques qu'on sert sont extrêmement bien organisées là-dessus, sont extrêmement performantes. Et nous, l'essentiel de notre métier, c'est quand même de les accompagner dans l'exécution, que les chauffeurs soient à l'heure, que les hair and make-up soient les bons, soient à l'heure et tout ça. Après, il y a quand même des requêtes exceptionnelles qui arrivent chez nous de temps en temps, et je vais vous en parler un petit peu. On voit des thèmes qui montent. On a le thème de l'art et de la culture qui monte énormément. Donc, privatiser des musées de nuit, faire étendre les horaires d'ouverture, aller marcher sur les toits d'un musée parisien. Il y a les best-sellers, le Louvre, le musée d'Orsay, ça marche toujours. Ouvrir des collections privées, ça aussi, on le fait. Il y a des thèmes dans le lien émotionnel qui sont très importants, les anniversaires. On a à l'occasion de l'anniversaire de la fille d'une de nos VIC organisé un cours de danse privé à l'Opéra de Paris avec la plus connue des danseuses étoiles de l'Opéra de Paris. Donc ça, c'est des thèmes qui marchent très bien. On retrouve un thème un petit peu surprenant, c'est l'authenticité, qui semble contradictoire avec le luxe. Mais tout simplement, on a une VIC étrangère qui avait fait ses études en France. Et à l'occasion d'une Fashion Week, elle a souhaité ne pas aller dans un restaurant étoilé, mais retourner dans le tout petit restaurant de quartier où elle avait l'habitude de déjeuner quand elle était étudiante. Sauf que pour nous, c'est un enfer parce qu'on ne peut pas réserver, il n'y a pas de numéro de téléphone, on ne peut pas garantir les places, on ne peut pas faire le paiement à sa place. Et pourtant, il faut que quand elle arrive, il y ait une table pour elle, il faut que quand elle parte, elle n'ait pas à avoir l'addition et on doit se débrouiller. Mais en termes d'émotion, en termes de luxe,
l'authenticité est un thème qui apparaît vraiment. Et puis après, le dernier thème, forcément, c'est l'amour. On est à Paris, on est dans le luxe, on est dans l'émotion. Et là, c'est un petit peu l'inverse. C'est une de nos clientes particulières qui est une reine d'un pays européen qui venait à Paris. Et il y a une très grande maison de luxe qui a eu la gentillesse de nous accompagner, de lui ouvrir ses lieux. Et à l'occasion de la visite de ces lieux, on lui a fait une surprise. C'est qu'on est descendu dans les archives privées et on est tombé par hasard sur toutes les archives liées à la création de sa robe de mariée, puisqu'elle s'était mariée avec une robe de cette marque-là. Et ça a été un moment d'émotion très, très forte qu'on a pu offrir grâce à une des très grandes maisons de luxe françaises à notre cliente. Très bien. J'ai une micro-question, parce qu'on est optimiste. On voit une crise relative, entre guillemets, du luxe lié aux objets, mais par contre, le retour du luxe expérientiel, vous le sentez vraiment, en fait, entre guillemets? On le sent énormément. De plus en plus, le temps que vous pouvez passer à vos clients, les émotions que vous pouvez leur procurer sont ce qui fait la différence et ce qui permet, dans les périodes difficiles, de fidéliser ses meilleurs clients. Donc, que ce soit des événements comme la Coupe de l'América, nous, on a eu la chance d'amener des gens sur la Coupe de l'América. Ces événements sont de plus en plus prisés. On a des forums ou des événements au Moyen-Orient en ce moment. Et accompagner l'expérience client autour de ça, les gens ont besoin de se retrouver. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. Je réponds juste à une question de Sarah pour revoir le replay de VIC. Vous pouvez le voir chez nos amis de VO2 sur la chaîne YouTube. Et on termine de pied d'impatience, la passion IA, avec un livre qui vient juste de sortir, Stéphane Galliani. La salle est à vous. On ne t'entend pas, Stéphane, mets le micro. Ah, on ne t'entend pas. Donc, pendant que Stéphane règle, nouveau livre qui vient de sortir, Luxe et IA. Oui, on t'entend. Voilà. Ok. Désolé, c'est très intéressant de t'avoir, Stéphane, parce que tu nous émerveilles sur LinkedIn avec des créations vidéo. Et là, du coup, on attaque sur un sujet IA, non pas avec créativité, mais relation. Donc, c'est intéressant de t'entendre sur ce sujet. Complètement. Effectivement, moi, en tant que directeur de Bicycard, j'ai 2 fonctions, à la fois directeur créatif, donc toujours essayer d'épater ou en tout cas de surprendre les clients, ou en tout cas avec des productions d'agences pour montrer un peu notre savoir-faire en termes d'IA actuellement. Et puis de l'autre côté, il y a aussi la dimension stratégique, c'est pour ça qu'on est créatif stratégique, sur la partie effectivement les coulisses du luxe et de l'IA. Effectivement, c'est une investigation que j'ai menée pendant 1 an avec des interviews, des éclairages d'experts comme Eric, merci beaucoup de ta participation aussi dans le livre, et puis d'autres, des personnes finances en relation client comme Bertrand Détailleur et plein d'autres personnes. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues et j'ai pris des notes aussi pour faire une sorte de rebond aussi avec ce qui a été dit ce soir. Et donc, effectivement, je vais plus insister sur cette partie relation client, parce que j'ai tout un chapitre 8 dans le livre qui s'appelle Clienteling and Retailing. Donc, effectivement, sur toutes ces analyses que j'ai pu faire là-dessus. Donc, je vais commencer simplement en fait sur mon analyse. Et en vous écoutant, et je vois que le livre est très à jour, et puis il y a plein d'exemples. Il y a aussi 20 études de cas, alors pas que sur ce sujet, mais sur l'IA et le luxe dans le livre, une trentaine aussi si je prends tout ce qu'il y a dans les chapitres. Mais effectivement, si finalement on reprend les choses à plat et de façon très pragmatique sur la relation client, dans le luxe évidemment, qui est un peu particulière puisqu'on est beaucoup plus dans l'attention et dans le détail et dans le souci de détail pour ses clients, avec tout ce qui a été dit aussi ce soir. D'abord, le luxe, c'est d'abord une posture d'écoute. On écoute d'abord le client pour savoir ce qu'il veut. Et cette écoute, aujourd'hui, elle est amplifiée effectivement depuis quelques années avec le digital, avec effectivement le social listening qu'on a connu avec le Web 2, où on a des community managers qui a remonté des insights en permanence de ce que peuvent dire les clients. Alors effectivement, c'est compliqué quand on est une marque comme Chanel ou Dior, on a des millions de commentaires tous les jours. Il va falloir trier cette information. Et effectivement, aujourd'hui, cette posture d'écoute, elle est possible avec l'IA. On l'a vu chez Vivatech
cette année avec notamment Diorastra, l'écoute des commentaires positifs, négatifs, avoir des schémas qui se mettent automatiquement pour comprendre un petit peu une espèce, ce que j'appelle moi finalement, on revient un petit peu à l'Antiquité, à l'oracle du luxe 4.0, puisqu'on rentre dans une industrie 4.0 avec cette IA. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le feedback général des consommateurs en temps réel. Et donc de pouvoir, avec des graphiques et du design, arriver à sentir les tendances du moment, etc. On a parlé aussi tout à l'heure un petit peu du prévision. J'ai beaucoup aimé l'anecdote qui a été dite par Émilie sur le pitch Pantone, parce qu'effectivement, les tendances, les cahiers de tendances, on connaît bien les bureaux comme Nelly Rodi ou autres, qui prévoient les tendances 6 mois à l'avance, etc., fait par de l'humain et des stylistes et des experts dans la mode. Mais aujourd'hui, on a aussi l'IA qui permet de faire cette prédiction-là. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. C'est bon. Non, on n'a rien raté. Ok, très bien. Non, parce que je me voyais en vidéo, je trouvais ça bizarre. C'est tout à fait normal. Comme on n'avait pas forcément de questions, on était sur une présentation de toi. Voilà. On est là. On est là, ne vous inquiétez pas. Donc, je continue juste sur le deuxième point qui était l'anticipation des attentes. Effectivement, qu'on voit bien quand on arrive dans un palace, on prend toujours la même suite, on a des petites attentions. Pareil pour la mode. Et je vais penser effectivement d'anticiper les tendances de marché, les envies des consommateurs, les tendances de mode possibles par l'IA. Je pense évidemment à Euritech, prix LVMH 2017, qui parle aussi dans le livre Tony Pinville, qui nous explique un peu tout ça, comment ils analysent grâce à la reconnaissance visuelle des tendances pour pouvoir effectivement déjà prévenir les marques textiles ou de mode dans 6 mois, voici telle ou telle couleur portée par les influenceurs, ce qu'on a pu voir au Fashion Week de septembre, etc. Et de pouvoir anticiper les productions en fonction de la demande client. Bon, ça, c'est pas vraiment la relation client, mais disons que ça y participe. Enfin, effectivement, il y a aussi, donc on en parlait tout à l'heure, la connaissance client, extrêmement important, puisque cette big data, avec tous les éléments qu'on peut avoir sur un client, que ce soit CRM, ICRM, mais aussi tout ce qui poste sur les réseaux sociaux, tout ce qui va laisser comme temps d'impression, temps de consultation d'un produit sur e-commerce, panier moyen, etc. Enfin, toutes ces données, on va pouvoir les mettre dans la machine et effectivement d'avoir une précision beaucoup plus chirurgicale sur chaque client. Et alors, c'est ça qui est intéressant parce que au final, moi, l'analyse que je fais dans mon livre, c'est qu'on est en train de basculer, on ne va pas la quitter tout de suite, mais on est arrivé, d'abord, on était sur le sur-mesure, sur la haute couture, etc., qui est devenu prêt-à-porter aussi avec l'innovation technologique, mécanique à l'époque, machine à coudre, etc. On est passé au prêt-à-porter, donc sur plus du mass market, on est arrivé au mastige, comme on dit, le mass market. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit arriver, d'ailleurs, vous en avez parlé dans votre dernier webinaire du smart luxury. Le smart est un mot intéressant, parce que quand on dit intelligence artificielle, ça fait peur à tout le monde, parce qu'il y a le mot intelligent. Mais alors, dès qu'on le met en anglais, le mot smart, rappelez-vous la petite smart qui était la voiture maligne dans la ville, etc. Le smart, c'est à la fois l'intelligence, smartphone, smart technologie, c'est à la fois l'élégance, on dit quelqu'un il est smart, ça veut dire qu'il a des valeurs, ça veut dire qu'il est clean, il est beau, enfin voilà, smart. Donc ce mot il est super intéressant parce qu'il recoupe pas mal d'aspects finalement du luxe, mais dans un luxe moderne, nouveau, avec le côté aussi malin. C'est-à-dire que Pauline Léniaud parlait très bien la dernière fois, c'est on ajuste le prix, on ajuste le service client en fonction aussi de ce qu'on connaît de ce qu'il a. Et donc, ce côté smartige, comme je l'appelle, pour un peu dire qu'on passe du mastige au smartige, on va parler en fait aujourd'hui d'individualisation de la masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va continuer à faire du mass market, mais on va pouvoir répondre à des demandes très précises, que ce soit par exemple sur la personnalisation e-commerce. On va pouvoir non seulement traiter cette demande, mais en atelier, par exemple sur du flaconnage de parfum, en usine, on va pouvoir définir sur une chaîne de travail pilotée par l'IA que, par exemple, le flacon numéro 4 doit avoir un flacon, une signature différente avec le nom du consommateur, par exemple, et pas le reste de la chaîne. Donc on voit que l'IA n'est pas seulement du digital, ce n'est pas le web 4.0, c'est l'industrie 4.0 qui va s'installer dans l'entreprise, dans les ateliers, pour aussi la lutte contre contrefaçon, pour aussi repérer des détails qui ne sont pas vus à l'œil par l'artisan, etc., etc. Donc on voit que tout ça doit se mettre en place, se met en place. Évidemment, c'est les grands groupes qui en bénéficient en premier parce qu'ils ont plus de moyens, ils ont des ressources, mais on voit que ça arrive un peu partout dans notre société. On parle de smart cities aussi, donc smart home. Donc tout arrive, l'IA, elle est partout, elle va être dans vos voitures, chez vous,
et les réseaux sociaux et tout cela. Tu m'amènes une question du coup, la première question, c'est ce rapport d'échelle et de moyens. C'est vrai que je voyais l'étude Ben qui disait finalement l'IA, ça permet d'équilibrer les chances entre un grand groupe ou un petit indépendant. L'IA finalement arrive à équilibrer. Est-ce qu'on y croit vraiment? Surtout que quand même, il y a une pensée sur les générations, la Gen AI privée qui est plus puissante que la Gen AI publique. Donc, est-ce que tu penses cette égalité des chances entre grands groupes et petits groupes, tu y crois vraiment ou c'est juste à court terme? Alors, au cas par cas, hein, parce que effectivement, quand vous avez Vivatech, vous voyez le flagship LVMH avec toutes les marques, etc. Et quand on sait que des grands groupes maintenant ont des plateaux de 150, 300 personnes, et je parle juste Paris, hein, dans le monde, ça va être donc des data scientists, donc en fait aujourd'hui le luxe n'est plus en retard sur la techno, sur l'innovation technologique, parce qu'en fait ils incubent les startups, parce qu'ils sont équipés en ressources, parce qu'ils ont les moyens et parce qu'ils comprennent les enjeux stratégiques, parce que c'est très, très structuré. Donc, LVMH, L'Oréal, on a tous vu ça, CES, Vivatech, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, si je redescends sur les PME, TPME, ou même des petites agences comme moi, hein, face à aussi une offre d'agences avec des grosses agences, on a vu Fred et Farid, etc., bah, moi, je suis obligé d'agir. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais le faire en mode guérilla parce que je n'ai pas les moyens. Donc, je vais m'y mettre. Je vais montrer mon savoir-faire en faisant des petites bêtises sur LinkedIn, mais qui apparemment plaît. Et puis, j'invente des concepts, j'invente des nouveaux storytelling, des nouvelles histoires pour pouvoir capter l'attention de journalistes, de clients. Et ça marche, enfin, honnêtement, par rapport à mon niveau et ma taille d'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Mais pour revenir à la question en relation client et ta question, c'est effectivement, donc là, j'en suis la démonstration que oui, je peux rivaliser face à des plus gros, des publicistes, des TBW, etc. Ça, c'est un premier point. Donc, j'en suis l'exemple. Et deuxièmement, l'autre chose, c'est qu'un grand groupe, demain, ils peuvent acheter les talents qu'ils veulent. Donc, ils peuvent avoir même une grosse agence, par exemple, sur des créatifs IA qui vont repérer, OK, je te paye un salaire, tu viens, ou je te fais travailler en freelance à l'année, etc. Donc il y a le côté agile d'un côté de l'IA, et il y a le côté transformation digitale, on va dire, qui va venir dans tous les canaux de l'entreprise, qui sont lourdes à porter, financièrement parlant, et en termes de nouveaux métiers, de nouvelles ressources. Donc, j'ai envie de dire que si on résume l'analyse de Ben et compagnie, bah, c'est peut-être un peu facile à dire comme ça tout de suite, c'est pas faux, mais je pense que c'est au cas par cas. Au cas par cas, selon la volonté, il y a des maisons de luxe tout à fait respectables, patrimoniales, mais qui ne sont pas très modernes ou qui ne cherchent pas trop la modernité ou qui ne vont pas sauter sur l'occasion. Hein. Je ne pense pas à Hermès, mais par exemple, Hermès font attention avant d'y aller. D'autres sont plus opportunistes, comme des marques de mode premium, qui vont dire nous on fait de l'IA. Il y en a qui se sont plantés comme Lancel, on l'a vu. Donc voilà. Donc oui et non. J'ai envie de dire là j'ai pas la réponse, je suis pas prophète là-dessus, mais je pense que ça dépend aussi de la culture d'entreprise de chaque maison. Le speaker est Stéphane Gallier. Je réponds à Thierry. Une micro-question avant de refaire venir en scène pour le final Linda, hein, je crois. Ouais, tout à fait. Une question, quand même, l'IA ne remplace pas le concept et l'IA est décuplée par le concept. Je vois le dernier film que tu as fait, brillant, sur les chats avec le défilé. Il y a un concept 4. Donc, au départ, c'est toi qui as trouvé, c'est l'agence, c'est toi qui as trouvé le concept de 4. C'est pas l'IA qui a dit qu'il faut faire des 4, mais l'IA t'a permis de faire une super création avec des 4. C'est une très bonne question. Et justement, dans ma formation, je donne des formations sur l'IA, la vidéo, etc. J'explique le backstage de ça. Et alors, ce qui est intéressant pour un créatif, alors que ce soit moi ou que ce soit un autre créatif, c'est que ce qui est complètement différent, tu me connais, Eric, hein, ça fait un moment qu'on se connaît sur la créativité. Moi, je suis passionné et je suis impatient. Et alors, l'IA répond parfaitement à mes besoins. Parce que pourquoi? C'est que j'ai une idée de départ, je vais dire, tiens, je vais faire des chats. C'est les Fashion Week de New York. Je suis en train de faire un petit reportage sur New York avec mon personnage incognito influenceur. Et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à faire des chats. Est-ce que je suis capable de le faire déjà? Donc, je l'ai fait. J'ai vu les plans, je me suis dit, sympa. Et en fait, en faisant, les images m'inspirent des idées. Par exemple, je vais voir un chat blanc, je dis, tiens, Choupette, Kat Lagerfeld. Donc, en fait, c'est la sérendipité de la créativité, cerveau droit et gauche, qui va mettre en place une structure scénarique. Mais pendant que je fais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on produit des plans vidéo, mais d'abord, il faut faire la photo sur Midjourney, par exemple. Il faut l'étalonner. Donc, en fait, normalement, dans un film, on étalonne à la fin, on fait la post-accro à la fin. Là, on fait tout en même temps, on fait presque même l'étalonnage avant le plan pour que ce soit un joli plan de cinéma.
on crée des trucs. Bon, il y a des erreurs qu'on ne met pas. Des fois, il y a des erreurs. Par exemple, dans le film, tu as vu à un moment donné, tu as Chacha Wintour qui lève les oreilles. Ben ça, en fait, ça a été une surprise parce que je ne l'avais pas demandé. Et c'est un défaut parce qu'elle avait les cheveux plaqués avec son. Et en fait, l'IA s'est dit, c'est un chat, il a des oreilles. Donc, il me les a fait sortir. Et ça fait le côté alerte fashion radar. Et donc, c'était génial, quoi. Donc, il y a des surprises comme ça. Il faut savoir en jouer, il faut savoir s'écouter. Et c'est vrai que moi, ces productions, elles sont autoproduites, mais elles ne me coûtent pas d'argent, je vous rassure. Mais c'est une façon de faire un portfolio et aussi de me sortir un petit peu des carcans du luxe qui sont souvent très codés. Où là, je m'amuse pour montrer aussi qu'on peut être créatif tout en étant dans le luxe, quoi. Enfin, et s'amuser d'être un peu aussi dans la parodie, l'autodérision qui plaît aussi beaucoup. Ils ont du talent, comme tu sais. Dieu sait qu'il y a des bad buzz sur des campagnes IA qui sont catastrophiques. Où il y a un manque d'idées. Et j'ai envie de dire que l'IA, des fois, la Gen AI permet de repérer quand les marques ont des plateformes de marques faibles. En fait, l'IA, dans sa capacité au-delà de transformation, de métissage, finalement, peut briser les faibles, entre guillemets. Ouais, mais par exemple, je prends un exemple qui est assez classique, mais qui est un des premiers exemples, c'est celui de Guerlain, donc qui est intelligent parce que c'était une date anniversaire, donc quelque chose qui est plutôt patrimonial, qui est plutôt lourd, qui est plutôt les racines. Donc on part des racines, mais en utilisant l'IA, c'est pas que simplement le médium, c'est aussi la façon de raconter une histoire en disant ah bah tiens, on a un présent et on part dans le futur, protection des abeilles, discours RSE et tout ça en craft IA. Fait par l'agence Menester, qui était très bien, et qui a été présenté à Vivatech. Mais je trouve que scénaristiquement parlant, c'est juste. Je ne dis pas que c'est la créa du siècle, mais c'était fait par l'illustration, donc pas critiquable sur le côté j'ai remplacé un humain, etc. Enfin, tout était bien pensé. C'était fait avec des archivistes de la maison, plus les conseillers de chez Guerlain et plus l'agence. Donc vraiment un travail en équipe. Et franchement, pour moi, ça a lancé un petit peu le début de oui, on peut faire de l'IA avec le luxe. Parce que cet exemple est assez bien, il y en a d'autres. Et puis, il y a aussi des ratés. Donc effectivement, il faut faire attention de ne pas être… Il faut être opportuniste, mais se prémunir d'un bad buzz. Donc, bien réfléchir à la question avant de commencer. Voilà. Il y a une vraie épée de Damoclès. On voit avec des films de Coppola, avec les fausses côtes, poum, scandale. Donc, il faut savoir vraiment bien le doser. Un grand merci, en tout cas… Stéphane, du coup, on appelle Linda pour terminer. Merci à toi, Stéphane. Tu peux rester et tous les autres aussi participants peuvent nous rejoindre. Je suis là. Linda, écoutez, on arrive le mot de la fin. On arrive malheureusement à cette heure et demie, presque 2 heures de webinaire sur le sujet. On va tourner sur le mot de la fin. Donc, du coup, on a vraiment… des speakers qui sont fidèles, qui sont restés. On va terminer par vous. C'est toujours le mot de la fin par notre partenaire. Si, du coup, Linda, allez-y, et on terminera par Mélanie. Et on va faire donc je clôture partiellement le webinaire. Voilà, c'est ça. Okay. Exactement. Non, ça tombe bien que je passe tout de suite après Stéphane parce que je partage parfaitement son point de vue. Moi, j'avais envie, en fait, d'ouvrir avec une conclusion qui nous invite un petit peu à réfléchir à ce qu'on veut, en fait, pour la suite, pour l'avenir. C'est certain que la technologie va continuer d'évoluer hyper vite, donc l'expérience client, et surtout dans le luxe, a un champ des possibles qui est infini. On commence à l'accepter, l'IA. J'ai vraiment cette sensation dans notre quotidien, ça y est, les mentalités bougent, on a quand même moins peur, on est au moins tous d'accord sur ça. Qu'elle est là, puis qu'elle va rester. Mais c'est pour ça, justement, parce que ça va très vite, je pense qu'il faudrait qu'on puisse se demander, dès aujourd'hui, au-delà de ce qui est réalisable, au-delà de ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on sera capable de faire demain, qu'est-ce qui sera vraiment désirable, qu'est-ce qui sera souhaitable pour nos marques, pour nos clients, dans l'avenir de ce secteur-là, non seulement en termes de RSE, de responsabilité sociale, mais aussi d'éthique. Jusqu'où est-ce qu'on veut aller, comment trouver l'équilibre acceptable et que nos clients vont aimer. C'est ça, en fait, tout l'enjeu, c'est où positionnera-t-on le curseur pour parvenir à l'hybridation parfaite, à l'hybridation idéale. Voilà, la question reste ouverte. Excellent de connecter avec la notion de désirabilité si fondamentale dans le luxe. Le luxe n'est rien sans la désirabilité. Je vous invite à revenir la semaine prochaine sur les lives intelligence où Accenture aura un point de vue sur la désirabilité. Merci beaucoup. Émilie.
Votre mot de la fin. J'active mon micro. Non, moi, je pense que c'est un sujet passionnant, notamment dans le luxe, parce que le luxe, c'est vraiment l'endroit où l'expérience client doit être impeccable, où l'exécution doit être au cordeau. Et je pense qu'avec l'IA, on est vraiment au début d'un mouvement, que ça arrive auprès du grand public. Comme le disait Linda, ça va révolutionner beaucoup de choses, que ce soit les systèmes de paiement, le quotidien même des gens. Et moi, je suis très inspirée par toutes ces possibilités parce que ça nous donne beaucoup, beaucoup de perspectives. Et voilà, donc les projets à venir sont nombreux et très, très excitants pour moi, mais aussi pour nous, les groupes de cosmétiques de luxe. Et c'est vraiment une nouvelle ère très, très passionnante. Merci, Émilie. Et en parlant de passion, Nicolas Cano, forcément, tu incarnes la passion de l'IA. Est-ce que voilà, c'est peut-être une vision aussi de ta part sur ce qui va arriver pour tes consommateurs de Luxury Pavilion? Alors, on a beaucoup discuté ce soir et moi, j'aime bien les paradoxes. Donc, du coup, en conclusion, j'aimerais bien donner un paradoxe de l'IA au service du slow luxury. On a beaucoup parlé du slow luxury aujourd'hui et pour moi, c'est même complémentaire. C'est que grâce aux outils d'IA, les consommateurs ils vont pouvoir justement mieux profiter, mieux connaître, mieux appréhender, mieux découvrir, etc. Je t'entends pas bien là sur ton micro. Je me demande si tu n'as pas quelque chose dessus. Ah non, je n'ai rien. Ah, ça y est. Mais, alors, rapproche-toi, je crois. Ah d'accord. Voilà. Ah, bah, ouais. On t'a pas bien entendu. C'est trop dommage. C'est dommage. Vous m'entendez? Oui. Là, on t'entend. Mais mets-toi près du micro. Il est un peu faible. Voilà. Excuse-moi. Je ne peux pas faire mieux, je suis désolé. C'est peut-être. Vas-y, c'est bien là. Voilà. Alors, je disais, on a beaucoup parlé du slow luxury. Et moi, j'aime beaucoup les paradoxes. Les paradoxes qui sert le slow luxury, justement, pour moi, c'est exactement ça. C'est la rapidité. Et on sert Là, on t'entend pas. Hélas, on t'entend pas. On a entendu le début, mais sur le slow, on te remercie, Nicolas. Olivier. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'était un vrai plaisir de passer ces 2 heures avec vous. Et puis, ça donne énormément de confiance et d'enthousiasme pour l'avenir quand on écoute ce que disent tous mes confrères. C'est qu'en fait, comme toute révolution, l'IA est une vraie révolution avec un danger que ça nous submerge. Mais plus je nous écoute et plus j'ai l'impression qu'on est en train de faire le bon usage et d'aller dans la bonne direction avec ce nouvel outil. Et j'ai entendu énormément parler d'humain, d'émotion, d'attention aux clients. Et je pense qu'on est dans le juste. Et en tout cas, ce qu'on s'est dit pendant 2 heures me donne énormément de confiance et d'enthousiasme pour l'avenir avec l'IA. Ah, ça fait du bien. Merci beaucoup, Merci, Olivier. Stéphane. On t'entend pas. Hop, micro. Remets-le. Je vois que le public a apprécié et a passé un bon moment. Vous entendez là? Ça y est, tu es de retour. Montre-nous la couverture. Voilà. Mot de la fin, je disais anti-sèche. Bon, voilà, donc un petit livre de 176 pages qui permettra de compléter. Il y a un chapitre entier sur le thème de soir, mais il y a aussi sur la création de contenu et tous les autres sujets annexes. Donc, je vous invite à le lire. Et il sort demain en librairie, Fnac, Amazon. Voilà, donc n'oubliez pas aussi de laisser des recommandations sympathiques. Ça aide toujours pour un lancement de livre. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir et de douleur aussi d'écrire ce livre parce que écrire seul, Eric, tu sais, c'est aussi. Il y a des copilotes, sans mauvais jeu de mots. Voilà, et donc, mais en même temps, c'était extrêmement riche parce que avec toutes les newsletters qui passent tous les jours, à un moment donné, il faut s'arrêter, prendre du recul et tout mettre dans un livre pour justement avoir aussi ce côté philosophique dont on vient de parler. Aujourd'hui, j'entends beaucoup, oui, il y a un an, on disait, ouais, là, l'IA va remplacer l'humain. Aujourd'hui, il y a un discours très bienveillant disant, effectivement, l'humain, l'IA ne remplacera pas l'humain. J'entends partout, tous les jours, même encore ce soir. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, il ne faut pas en avoir peur. Par contre, ce que je dis dans le livre aussi, c'est que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, celui qui ne maîtrise pas l'IA, c'est lui qui va se faire remplacer par celui qui le maîtrise. Donc, ça, c'est vraiment la règle qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la machine. C'est l'humain qui sera plus expérimenté, formé, augmenté dans son expertise réelle. Moi, sur mes expertises créatives, je les duplique, enfin, je les décuple plutôt sur plein de choses que c'est pas juste l'IA qui m'a fait changer. C'est simplement, c'est que voilà, j'ai 25 ans dans la création, j'ai fait du cinéma, de la peinture, etc. Donc, je sais aussi comment manier ces outils.
ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais tout le monde va pouvoir, avec ses propres talents, l'utiliser et augmenter ses compétences. C'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on va faire des formations, il y a livres et tout ça pour aider, parce que je pense qu'aujourd'hui, les peurs sont liées à une méconnaissance de tous ces outils. On gagne du temps. Moi, je gagne 2 heures par jour grâce à ces outils, mais j'en perds aussi 2 heures en faisant des veilles sur l'IA. Donc, vous voyez, ça remplace, mais sans ces outils, je passerai beaucoup de temps à faire des tâches rébarbatives, envoyer des mails, faire des comptes rendus des réunions. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Et donc maintenant, je me concentre sur la créativité. C'est pour ça que j'envoie beaucoup plus de contenu sur mes réseaux sociaux que de rester chez moi à faire des analyses, quoi. Merci beaucoup, Stéphane. Le mot de la fin à Mélanie. Oui, j'active mon micro, c'est mieux. Déjà, encore merci pour l'invitation sur ce webinaire. On a été vraiment ravis avec Linda de vous partager notre vision chez Bluelink concernant l'IA et la relation client à distance. Et j'espère que je n'ai pas fait peur à tout le monde avec ma tendance du client augmenté ou client robot qui va venir vraiment en tant que nouveau mode de communication dans certains contextes, je le rappelle, mais en continuant de laisser toute sa place forcément à l'humain, comme ça a beaucoup été dit tout au long du webinaire. Et en tout cas, j'invite tous ceux intéressés par ces sujets passionnants de l'IA et de la relation client à contacter les équipes de Bluelink, pourquoi pas pour poursuivre les échanges, et puis de télécharger notre livre blanc sur la douce révolution des soft skills. Exactement, on n'est pas là forcément pour faire plaisir, mais pour éclairer en disant le plus justement. Un grand merci à toutes et à tous, un grand merci à Bluelink. Vous pourrez voir l'émission en replay sur le YouTube Bluelink, donc vous pourrez revoir chacun de nos intervenants. Je vous invite d'ici quelques heures, vous pourrez retrouver ce live. Un grand merci à vous. J'avais fait un petit clin d'œil sur mon LinkedIn, non pas à Bluelink, mais à Air France, où il y a un magnifique placement, pas de produits, mais de services Air France de l'or. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour les live intelligence et rendez-vous en octobre pour un spécial RSE, notre RSE annuel à nouveau, mais sans Nicolas Reyes. Malheureusement. Merci à tous, merci à tous les speakers, merci au public. C'était un plaisir de partager ces 2 heures avec vous et on aura le plaisir de vous retrouver dans le prochain live comme Eric vous a présenté. Et vive le journal du luxe, disant le rendez-vous des décideurs du luxe. Très bonne soirée à tous. À bientôt.